Bien, eh bien bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle conférence de l'instant Archéo. Nous recevons ce soir Vincent Bichet et Valentin Chevassus. Alors très brièvement, Vincent Bichet est maître de conférence en géologie à l'Université de Franche-Comté. Il est rattaché au laboratoire Chrono-Environnement. Et il s'intéresse depuis longtemps à l'archéologie. Il travaille notamment dans le cadre de programmes de recherche sur les questions de peuplement, de paysages anciens, de la montagne jurassienne, dans le cadre de programmes qui associent investigation archéologique, mais aussi analyse paléo-environnementale et études d'archives. Alors je vous recommande notamment un des ouvrages qu'il a commis il y a quelques années avec Michel Campi sur les montagnes du Jura, géologie et paysage, qui est vraiment, je trouve, un ouvrage excellent. En ce qui concerne Valentin Chevassus, Valentin Chevassus a réalisé son cursus académique à l'Université de Franche-Comté et a soutenu récemment une thèse d'archéologie sous la direction d'Émilie Gauthier et de Pierre Nouvel, thèse qui s'intitule « Peuplement, paysages et pouvoirs médiévaux en contexte de moyenne montagne, le cas du Sud-Morvan et du Jura central ». Dans le cadre de cette thèse, il a lancé une réflexion sur deux espaces de moyenne montagne du point de vue des dynamiques de peuplement, des mécanismes d'organisation territoriale. Et donc, Vincent Bichet et Valentin Chevassus travaillent ensemble dans le cadre d'actions de recherche mises en place depuis quelques années sur la haute chaîne du Jura, avec l'objectif d'apporter de nouvelles données à la connaissance du peuplement, des activités humaines et de l'évolution des paysages du Haut-Jura, particulièrement en lien avec l'évolution du couvert forestier. Donc la conférence qu'ils vont donner dans quelques minutes, qui s'intitule, je le rappelle, Deux poids et deux chaux, archéologie des ressources forestières du Haut-Jura, va présenter justement un certain nombre de résultats acquis dans le cadre de ce programme de recherche qui a démarré il y a quelques années. Voilà. Donc, je vais tout de suite leur donner la parole et eh bien, ensuite, comme d'habitude, d'ici 1h15 à peu près, on pourra, disons, ils pourront répondre aux questions qu'aura suscité cette conférence. Voilà. Vincent, Valentin, je vous donne la parole. Merci Philippe, bonsoir à tous. Effectivement, donc ce soir, on va faire une conférence à deux voix et on va vous emmener dans les forêts du Haut-Jura. Voilà, on règle les petits problèmes techniques au démarrage. On va vous emmener donc effectivement dans les forêts du Haut-Jura, au sein desquelles on s'intéresse à l'archéologie des ressources justement de ces grandes forêts du Haut-Jura. Alors, le Jura, petit rappel rapide, vous le connaissez tous, c'est ce massif de moyenne montagne qui est situé entre le bassin suisse et puis la Bresse. Ce massif longiligne, la zone qui va nous intéresser dans le massif jurassien, eh bien, c'est la zone d'altitude. Ce soir, on va s'intéresser, je dirais, au relief du Haut-Jura, c'est-à-dire à des altitudes qui dépassent globalement 1000 mètres. Donc on est sur les chaînons sommitaux de la chaîne jurassienne. On regarde vers l'est, on regarde les Alpes, mais surtout le bassin suisse. Et quand on regarde vers l'ouest, eh bien, on voit les premiers plateaux du Jura et plus au loin, bien évidemment, la Bresse. On s'intéresse au Jura et quand on utilisera le mot Jura ce soir, c'est souvent un Jura transfrontalier, parce que vous le voyez sur cette image, la haute chaîne du Jura est découpée entre la France et la Suisse. Alors, quelques images rapidement pour ceux qui éventuellement ne connaîtraient pas ces paysages de la haute chaîne du Jura.
Quelques paysages emblématiques de cette haute chaîne du Jura. Alors on parle de haute chaîne, mais ce n'est pas de la haute montagne, hein, c'est de la montagne modeste. On ne dépassera pas 1700 mètres, 1700 mètres d'altitude et on est sur des reliefs qui sont relativement émoussés, mais surtout une partition du paysage entre des grandes vallées longilignes. Et vous avez ici par exemple le Val de Joux, hein, avec le lac de Joux. On est dans la haute chaîne côté suisse, là, et vous voyez de part et d'autre des reliefs modestes, mais qui sont souvent couverts de forêts. Et les territoires qui nous intéressent, ce sont évidemment ces grandes zones forestières. Vous avez ici la forêt du Rizou, qui va dominer le petit village de Chapelle-des-Bois. Et vous voyez en arrière-plan les sommets des Aiguilles de Baume, du Suchet ou de la Dent de Vaulion qui marquent la haute crête, et la Suisse qui est en arrière-plan. Et vous voyez ces grandes forêts résineuses, hein, qui couvrent une large partie du relief. Et bien ce sont les territoires auxquels on a décidé de s'intéresser depuis quelques années à travers un programme de recherche qui s'intéresse à toutes les périodes archéologiques. Et ce soir, on va vous présenter juste un focus, hein, sur la période médiévale et moderne et sur l'exploitation de ces forêts. Mais le programme est ambitieux puisque finalement, cette haute chaîne du Jura, eh bien, on décide de s'y intéresser sur la longue échelle de temps, depuis les premiers peuplements jusqu'aux prémices de l'époque contemporaine. Effectivement, l'histoire du Haut-Jura, l'histoire de la haute chaîne du Jura, telle qu'elle est décrite essentiellement par les historiens, eh bien, et un peu aussi par les archéologues, jusqu'à présent, c'est une histoire qui est finalement dessinée de façon assez simple, avec une histoire du peuplement qui débuterait au Paléolithique supérieur, avec quelques chasseurs-cueilleurs, qui se baladent dans ces espaces de montagne et ces espaces forestiers, puis une occupation néolithique assez discrète, hein. L'occupation néolithique, on la connaît bien à basse altitude de part et d'autre du Jura, mais la haute chaîne du Jura, jusque-là, quelques indices discrets, qui ne sous-tendent pas une présence très importante. Et puis une proto-histoire et une antiquité, et finalement un haut Moyen-Âge, avec des occupations ponctuelles, mais décrites par tous comme étant essentiellement liées au contrôle des voies de passage qui traversent ce relief jurassien. Et depuis un siècle, les historiens enfoncent un peu le clou en disant finalement cette haute chaîne du Jura, on s'est contenté d'y passer, on s'est contenté d'y vivre, mais très peu nombreux. Et puis il faut vraiment attendre le XIe, le XIIe siècle pour que, sous l'essor du développement du monachisme dans cette région, eh bien, on commence à défricher la forêt, on installe des populations, on structure des villages. Et finalement, la grande histoire des hommes dans cette haute chaîne du Jura, finalement, elle commencerait au XIe, XIIe siècle. Et avant, juste un espace parcouru, mais pas un espace exploité, pas un espace d'occupation réelle, sauf quelques points ici ou là, à l'occasion du contrôle des voies de passage. Et cette idée-là, elle est dans la perception que les historiens ont de cet espace-là. Mais elle n'est pas récente, hein. Si je fais référence, par exemple, sur cette image à une phrase d'Édouard Clerc, hein, qui est un historien et un archéologue franc-comtois, qui, au milieu du XIXe siècle, écrit dans un de ses ouvrages « Un préjugé s'est maintenu funeste à notre archéologie, que sous l'Empire romain, les vastes chaînes du Jura, leurs étages inégaux et leurs vallées profondes, étaient couvertes en entier de forêts. L'étude en a donc été négligée comme inutile. » Donc voilà un peu finalement le portrait très rapidement brossé de l'histoire de l'anthropisation de cette haute chaîne du Jura. Évidemment, un peu partout en France, les archéologues ces dernières décennies se sont intéressés aux zones de montagne. Et chaque fois que l'archéologie s'est penchée sur la montagne, eh bien, elle a mis en évidence des occupations qui jusque-là n'avaient pas été soulignées. Et l'idée du programme qu'on développe sur cette haute chaîne du Jura, c'est justement d'aller interroger cet espace-là sur des périodes anciennes et de voir si l'archéologie peut nous livrer un message un peu plus clair que celui qu'on dessine jusqu'à présent.
Euh, D'ailleurs, les archéologues, et là je vous montre cette carte qui est la carte des établissements ruraux antiques en Bourgogne-Franche-Comté, produite par Pierre Nouvel. On aurait pu montrer des cartes relatives à d'autres périodes antérieures à l'époque antique, mais vous voyez que sur cette carte, chaque petit point noir, alors on est en Bourgogne-Franche-Comté, mais chaque petit point noir va correspondre à un établissement rural antique, et vous voyez que sur cette carte, il y a des espaces qui sont soulignés en vert, et vous voyez sur cette image, ici en particulier, que toute la haute chaîne est dépourvue de points. Et les antiquisants interprètent ce vide non pas comme un vide d'occupation, mais très certainement un vide archéologique, un défaut de connaissance sur cet espace de la montagne jurassienne. Donc c'est un challenge d'y développer des pratiques archéologiques pour essayer de mieux cerner l'histoire de cet espace-là. D'autant plus, et là c'est un peu plus ma spécialité, d'autant plus que les paléo-environnementalistes, alors on va regrouper sous cette appellation les gens qui étudient les archives sédimentaires, et en particulier les palynologues qui étudient les pollens, qui sont un très bon marqueur de l'évolution de la végétation. Et dans cette végétation, on va bien évidemment pouvoir étudier les végétations qui sont liées à l'histoire de l'anthropisation, en particulier les céréales par exemple, hein, qui sont un indicateur de mise en culture, mais aussi des pollens d'herbacées qui vont se mettre en place dans des zones de prairies quand on va défricher la forêt par exemple. Et la haute chaîne du Jura a fait l'objet de très nombreux travaux depuis 30 ans de la part des palynologues qui ont étudié les archives sédimentaires, par exemple comme ici des séquences de tourbes dans des tourbières de la haute chaîne du Jura, et ont pu délivrer des diagrammes comme ceci. Alors un diagramme comme celui-là, vous avez ici l'axe du temps. Nous sommes au-dessus aujourd'hui de cet axe-là, et puis on plonge dans la profondeur temporelle, et vous voyez ici que vous avez environ 6000 ans de l'histoire de la végétation, hein, donc une période relativement longue, dans laquelle on va voir fluctuer les indices de pollen d'arbres, par exemple. Hein, ici, vous avez les principaux arbres. Ce qui est en vert, ce sont les arbres. Et puis, ce qui est en jaune, en orange et en rouge, c'est ce qu'on va interpréter très schématiquement comme les marqueurs de l'anthropisation. Le Jura, lorsque l'homme n'y est pas présent, c'est un Jura qui va se couvrir de forêts. Et puis la présence de l'homme va permettre l'ouverture du massif forestier, progressivement la réduction de la forêt, avec certaines oscillations, mais progressivement l'installation de prairies pour le pâturage, de production d'herbes, mais aussi de production de céréales, d'indicateurs de culture au sens large. Et quand vous regardez ce diagramme-là, eh bien, il est un peu en contradiction avec ce que les historiens ou les archéologues jusque-là définissent sur la haute chaîne du Jura, puisqu'il était question principalement seulement de chasseurs, de cueilleurs sur cet espace-là, presque jusqu'à l'époque médiévale, et puis une ouverture aux alentours de l'an 1000, plus spectaculaire, et finalement un paysage qui ne se serait anthropisé en quelque sorte de manière importante qu'à partir de l'époque médiévale. Or, ce diagramme, qui est un diagramme composite de 2 tourbières qui ont été récemment donc étudiées dans la haute chaîne du Jura, mais qui est très emblématique de la plupart des diagrammes qu'on connaît sur les tourbières du Haut-Jura ou sur les lacs du Haut-Jura, eh bien, il nous montre, vous le voyez ici, que apparaissent les premières céréales ici vers 3900 ans avant aujourd'hui. Au lac de Remorès, c'est encore plus ancien, puisqu'on a des céréales aux alentours de 7003. Tout ça est assez fugace, donc on est au néolithique, là, hein, et puis on va remonter dans le temps, mais on voit que l'agriculture semble s'installer, l'ouverture du milieu s'organise, les céréales deviennent quasiment pérennes, avec des oscillations bien évidemment, mais on voit une installation pérenne de l'agriculture vers 3000 ans avant nos jours, hein, c'est-à-dire au début de la protohistoire, on a une anthropisation qui commence à se marquer très nettement, et puis qui va s'ouvrir, qui va perdurer dans le temps, avec évidemment une ouverture forestière massive vers l'an 1000, hein, avec un développement de l'agriculture à l'époque médiévale, c'est certain. Mais vous voyez que sur ce diagramme, les périodes antérieures
ne sont pas des périodes exemptes de populations qui pratiquent l'agriculture sur ce massif-là. Donc, en quelque sorte, à travers ce programme, on cherche à questionner, à mettre en relation cet indicateur de l'évolution de la végétation dans ce massif jurassien et puis les données de l'archéologie qui sont à mettre en face. Et en particulier, il y a une zone un peu ici à découvrir, à explorer. Eh bien, c'est la fin de la protohistoire, l'Antiquité et la période du premier Moyen-Âge. L'avantage maintenant, c'est qu'on a des séquences. Là, vous avez 2 modèles à H profondeur qui sont très bien datés avec de nombreuses dates radiocarbone. Et on a un cadre finalement qui est assez précis. Voilà un peu ce qui justifie notre intérêt pour la haute chaîne du Jura et ce programme qu'on a appelé Archéopal, hein, archéologie et paléo-environnement, mettre en musique les deux approches, les comparer, les confronter, essayer d'investiguer les périodes dans lesquelles on manque d'informations. Et depuis 5 ou 6 ans, sur la haute chaîne du Jura, vous le voyez à travers ces images, se mène tout un tas d'investigations d'ordre archéologique, prospection, fouilles, sondages sur différents objets. Les questions sont multiples. Questionner la haute chaîne du Jura, c'est se poser la question de savoir si c'est un espace de transit où on ne fait que passer entre la Suisse et les plateaux du Jura ou les bassins de la Saône, ou est-ce que c'est un espace de peuplement? À quelle période? À toutes les périodes ou non? Le rôle des voies de franchissement dans la dynamique de peuplement, il y a un certain nombre de grandes voies qui traversent le Jura, qui sont des failles géologiques qui ont été empruntées de tout temps pour faire circuler les hommes. Est-ce qu'elles ont été l'objet de premiers foyers d'occupation ou non? Et puis ce Jura, il regorge de ressources naturelles, la forêt en particulier, mais aussi le substrat géologique, puisqu'on y trouve du fer, de la chaux, du calcaire pour faire de la chaux. On trouve du bois, on peut produire de la poix, on peut produire du verre. Bref, il y a tout un tas de ressources potentielles dans cette forêt. Ressources du terroir, mais aussi ressources en gibier, par exemple, qui peuvent être importantes à certaines époques. Quelles ont été aussi à ces altitudes-là, puisqu'on est à plus de 1000 mètres, les incidences des changements, en particulier donc, au niveau du climat, où il y a eu des oscillations assez fortes et qui, à ces altitudes, ont pu avoir des incidences sur les populations. Et puis, on essaye aussi sur ce territoire de développer des méthodes de prospection pour les milieux de la montagne. Vous savez que dans la haute chaîne du Jura, aujourd'hui, on produit surtout du comté et du bois. Ça veut dire qu'on ne laboure pas, et le labour est une pratique bien utile aux archéologues pour la prospection. Et bien là-haut, on n'a pas la chance d'avoir des espaces labourés sur des grandes dimensions, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Et puis, on a beaucoup recours aux techniques d'acquisition LIDAR. Valentin vous en parlera un peu dans un instant. Et en forêt résineuse, des forêts qui ne perdent pas leurs feuilles en hiver, l'utilisation de lasers aéroportés est un peu plus compliquée qu'à basse altitude. Et là aussi, on essaye de développer un certain nombre de méthodes nouvelles, d'approches nouvelles pour explorer ces espaces-là. Donc voilà un peu le cadre général. Je vais passer la parole à Valentin, qui va rentrer cette fois-ci un peu plus vivement dans l'axe du sujet. Merci Vincent. Donc j'enchaîne avec un cadre historique un peu plus détaillé pour les périodes qui vont nous occuper principalement aujourd'hui, puisque pour le moment les principaux résultats obtenus par ces recherches archéologiques dans la haute chaîne du Jura vont être liés aux périodes médiévales et modernes, aux périodes les plus récentes de l'anthropisation du peuplement dans le massif du Jura. Alors pour la période qu'on appelle le Haut Moyen-Âge, entre le 5e et le 10e siècle après Jésus-Christ, le tableau reste globalement celui que Vincent a tracé pour la protohistoire ou l'Antiquité, à savoir que les indices archéologiques d'occupation humaine se concentrent dans les zones basses, sur les plateaux, voire jusqu'aux alentours de Pontarlier, mais restent à peu près absents, comme vous le voyez sur la carte à l'écran, des vallées de la Haute Chaîne, ici en rose sur la carte. Pour autant, ces vallées ne sont pas désertes, comme pourraient également le faire croire certains textes de cette période, puisque les analyses palynologiques déjà présentées, ces études des pollens anciens conservés dans les lacs et les tourbières, montrent qu'on a bien des traces d'exploitation de la forêt, et surtout de céréales, de culture de céréales, jusque sur les reliefs de la haute chaîne.
Donc on peut imaginer des reliefs du Haut-Jura qui sont eux aussi exploités, eux aussi peuplés, sans doute de manière plus discrète, moins intense que les plaines et les plateaux qui entourent le massif, mais ils ne sont pas dépourvus de population. De manière générale, pour cette période, à part dire ça, on reste dans un grand flou et on a peu d'éléments pour restituer les modes de peuplement, les modes de cette montagne jurassienne, les modes d'exploitation des forêts, mis à part quelques éclairages très ponctuels liés à des sites archéologiques qui ont fait l'objet de fouilles récentes, mais qui restent assez rares sur ce secteur, ou liés à des analyses palynologiques. Pour la seconde partie du Moyen-Âge, pour les 11e, 15e siècles, on a une situation qui change nettement, en tout cas qui est documentée très différemment, puisqu'on va, tout le massif du Jura, y compris cette fois la Haute-Chaîne, y compris les parties les plus élevées, vont se couvrir d'un maillage de seigneuries et de monastères. Alors, les monastères, on a par exemple le Saint-Claude au sud du massif, qui est très connu, qui est une abbaye très puissante. Dans la région du Jura central, autour de Pontarlier, on retrouvera les abbayes de Montbenoît, Mont-Sainte-Marie vers le lac Saint-Point, Mout, Morteau, abbayes ou prieurés, donc qui vont jouer un grand rôle dans l'organisation de ce secteur, et puis une série de châteaux et de seigneuries, principalement autour des voies de passage, par exemple Pontarlier ou le célèbre château de Joux. Tous ces seigneurs, tous ces moines, ils vont produire une documentation écrite, des archives qui sont liées à la gestion de leur domaine et qui vont nous éclairer sur les modes de peuplement, les modes d'exploitation de la montagne jurassienne. Donc on a vraiment une multiplication de la documentation disponible pour cette période, avec notamment une exploitation de la montagne qui est mieux connue grâce à ces sources écrites. Des premières activités spécialisées liées aux forêts de montagne vont apparaître dans les textes. On sait qu'on a de l'exploitation du minerai de fer à partir du XIIIe siècle, sans doute avant, mais c'est à partir du XIIIe siècle qu'on a les premiers témoignages écrits. De même, on sait qu'on va produire dans le Jura de la poix, donc on reviendra là-dessus en détail, c'est-à-dire cuire, transformer des résines de sapin ou d'épicéa, sans doute bien avant, mais c'est à partir de cette période que c'est documenté. Le peuplement, l'habitat humain semble toujours inégalement réparti et plus dense dans les zones basses et beaucoup plus rare sur les reliefs pour cette période. Mais là encore, ça peut être un effet de la documentation. Les textes seigneuriaux de cette période, ils vont s'intéresser aux principaux villages, aux églises paroissiales, aux centres seigneuriaux, mais ils ne vont pas forcément nous expliquer que tel ou tel chalet ou grange se trouve au sommet de la montagne. Donc il faut tenir compte aussi de ces biais pour cette période, et c'est là que l'archéologie se révèle utile pour documenter certaines formes de peuplement ou certaines activités humaines. Ce qui est certain, enfin, pour cette période, notamment du Moyen-Âge central, les 11e, 13e siècles, c'est qu'on a, comme dans la plupart des régions, une très forte augmentation des activités agricoles et pastorales sur le massif du Jura. C'est une période dans laquelle les productions de céréales vont croître de manière importante, y compris en moyenne ou haute montagne. Et ça, on le voit très bien dans le Jura, à travers les analyses polyniques, mais aussi dans les textes qui encouragent les défrichements et la mise en labour de terre jusqu'à haute altitude. Alors, encore une fois, aujourd'hui, on a du mal à imaginer ça, mais au Moyen-Âge ou à l'époque moderne, on peut labourer jusqu'à 1250 mètres d'altitude, donc dans le Val de Mout, sur les flancs du Mont d'Or, etc. La fin du Moyen-Âge et la période moderne, les 15e, 18e siècles, vont être marquées caractérisées par une documentation qui s'améliore encore plus. Ces montagnes du Jura, elles sont de mieux en mieux documentées. On a de plus en plus de textes, d'archives, mais également des plans, des cartes qui vont nous montrer comment fonctionnent ces paysages, ces espaces de relief, quelles activités s'y déroulent. Et c'est également une période qui est marquée par un développement de nombreuses activités économiques spécialisées, liées directement aux ressources de ces espaces de montagne. Alors il y a évidemment l'élevage bovin, et en particulier l'élevage laitier, petit à petit les exports de fromage qui vont se développer. Donc ça, c'est ce qu'on connaît encore aujourd'hui et ça dérive des évolutions de cette époque. Mais il y a également de nombreuses activités qui ont totalement disparu de nos jours. La métallurgie du fer, par exemple, autour de Champagnole, Pontarlier ou Vallorbe en Suisse. L'installation de verreries, les exports de bois de charpente ou de petits objets en bois, de boissellerie, etc. Donc de nombreuses activités qui vont se développer de manière un peu concurrente, qui la plupart du temps tirent parti de la présence de grandes forêts dans ces montagnes, donc de beaucoup de bois, de combustible nécessaires pour les forges, les verriers, etc. Et cette évolution va faire que les forêts et les pâtures de montagne vont devenir une ressource convoitée par de nombreuses activités qui sont en plein essor, mais également convoitées pour les besoins locaux. Les habitants ont besoin de bois de chauffage, de bois de charpente. Et donc ces espaces de montagne vont devenir source de tension
Alors, tensions entre seigneuries, tensions entre les futurs secteurs qui vont former la France et la Suisse, tensions entre les habitants et les industriels, etc. Il y a des conflits quasiment écologiques ou pour les ressources forestières dès cette époque-là, sur la gestion du milieu. Donc une documentation qui explose et des activités humaines qui se multiplient. Et dernière caractéristique, un habitat d'altitude qui se multiplie également, comme vous le voyez sur ces deux cartes. Alors c'est lié à la documentation qui s'améliore, mais également peut-être à de nouvelles manières d'exploiter la montagne. On construit en dur des granges d'estive, des chalets sur les sommets du Jura, un peu partout. Également à de nouvelles manières de s'approprier ces ressources de montagne qui sont de plus en plus convoitées. C'est également sans doute à cette époque-là qu'on voit se multiplier les enclos permanents en pierre sèche qu'on va retrouver encore aujourd'hui sur les alpages du Haut-Jura. C'est finalement cette dernière période des 15e, 18e siècles qui va laisser les vestiges archéologiques les plus immédiatement visibles dans le paysage jurassien. En particulier de très nombreuses granges d'estive ruinées qu'on va retrouver un peu partout sur les crêtes du Haut-Jura, qu'on connaît à travers la documentation écrite, les cartes anciennes, qu'on va apercevoir parfois très bien sur le terrain en contexte non boisé, comme vous le voyez sur l'image du bas, et qu'on va pouvoir également cartographier assez facilement grâce aux relevés LIDAR, qui sont des relevés topographiques à haute précision, donc des variations de la surface du sol, et qui ont cet avantage qu'on peut filtrer la végétation. Ils sont obtenus par des relevés laser aéroportés, et on a finalement qui permettent de filtrer la végétation et d'obtenir un relevé de la surface du sol, y compris sous forêt. Donc vous voyez, sur les deux images en grisé, ce sont des relevés LIDAR, on aperçoit très nettement le plan d'habitation ruinée qui se marque au sol par une légère dénivellation et quelques tas de pierres. Autre type de vestige archéologique qu'on pourrait associer à cette période, des traces d'extraction minière qui sont très mal connues sur le secteur étudié, mais qui sont datées a priori et principalement entre le 15e et le 19e siècle. Alors avec dans certains secteurs des mines souterraines, comme autour du Mont d'Or, autour de Métabier ou à Épalais, mais également, comme vous le voyez donc sur l'image un peu grisée au-dessus, des exploitations de surface, des grattages qui prennent la forme de tranchées qui serpentent le long des versants, qui suivent les bancs où il y a du minerai, et donc qui sont repérables là encore sur le terrain et très bien traçables sur les relevés LIDAR. Donc, ce panorama est un peu rapide, mais tout cela pour dire que finalement sur ce Haut-Jura, les activités humaines, elles apparaissent très diversifiées et surtout très variables au cours des périodes. Alors certaines périodes vont être plutôt centrées sur des activités agricoles, d'autres sur l'élevage ou sur la métallurgie. En tout cas, on s'aperçoit qu'il ne s'agit en aucun cas d'une évolution linéaire vers la production de fromage, comme on peut le connaître aujourd'hui, la production de fromage et de bois. Au contraire, une histoire très variée, avec des spécialisations économiques successives, changeantes, qui vont le plus souvent être appréhendées de manière très variable et très limitée. Ces activités qui se déroulent sur les montagnes du Haut-Jura, c'est souvent des activités modestes qui n'intéressent pas forcément les puissants, les seigneurs, qui vont être producteurs d'archives, et qui sont souvent très discrètes, voire ignorées dans les synthèses historiques régionales. Ces activités de montagne, on a souvent du mal à les percevoir à travers les données dont on dispose actuellement, écrites ou archéologiques. Pour s'en convaincre, alors quelques exemples, on s'aperçoit qu'il y a souvent un décalage entre les différents types de données dont on peut disposer. Par exemple, la fabrication de la chaux à partir du calcaire, elle est très discrète dans les archives. On a quelques rares textes de la fin de la période moderne qui en parlent. On a l'impression qu'on n'a pas fabriqué beaucoup de chaux dans le Haut-Jura ou seulement pour des besoins locaux. Et pourtant, quand on prospecte dans les forêts de la montagne jurassienne, quand on dépouille ces relevés LIDAR, on s'aperçoit qu'il y a des milliers de structures archéologiques qu'on retrouve partout sur l'ensemble des reliefs et qui témoignent d'une production à grande échelle, sans doute liée à des enjeux économiques, à des exportations, des choses qui étaient restées finalement inaperçues jusqu'ici. A l'inverse, pour d'autres types d'activités, on va, par exemple l'exploitation du minerai de fer, on va avoir un grand nombre de textes qui montrent une intensité de l'activité. Entre le 15e et le 18e siècle, on produit du fer, on exporte du fer du Haut-Jura, et pourtant sur le terrain, on n'a à ce jour quasiment aucun vestige archéologique répertorié, en tout cas pour les phases antérieures au 19e siècle. Donc dans ce cas-là, on sait qu'il y a une activité assez intense, mais on ignore les traces qu'elle laisse sur le terrain. Alors on peut continuer les exemples, c'est un petit peu la même chose pour
l'envoi du bétail l'été sur les pâtures d'altitude, qui se déroulent peut-être depuis le néolithique, comme c'est le cas dans les Alpes ou dans les Pyrénées, c'est même probable, mais pour le moment, on a des vestiges liés à cette pratique qui sont surtout attribuables au XVIe, XVIIIe siècle, pas avant. De même, la production de charbon, donc dans les forêts, elle est très mal documentée, c'est assez discret dans les archives, à partir de la fin du Moyen-Âge seulement, et pourtant, sur le terrain, là encore, on découvre des centaines de petites terrasses, de structures archéologiques qui sont liées à ces productions de charbon. Donc on aperçoit ici l'enjeu des recherches menées aujourd'hui dans le Haut-Jura, c'est de comprendre un peu mieux ces activités, de pouvoir en tracer un portrait plus précis et puis dépasser ce décalage qu'on a dans un sens ou dans un autre entre les analyses paléo-environnementales, les textes et les données archéologiques qui documentent de manière très inégale ces activités de montagne. Dernier exemple sur lequel on va maintenant qu'on va détailler par la suite, la production de pois, donc la distillation des résines de sapin et d'épicéa. Ça, c'est une spécialité régionale, on pourrait dire, qui a été signalée par les historiens de longue date. De nombreux textes des XIIIe, XVe siècles en parlent, et pourtant, jusqu'à ces dernières années, on n'avait aucune structure archéologique répertoriée sur l'ensemble du massif du Jura. Et alors, dans ce domaine, les recherches menées sur la région de Pontarlier-les-Fours ont permis d'avancer. Donc c'est une première partie des résultats qu'on vous présente ce soir. Alors, pour donc approfondir ce domaine, qu'est-ce que la poix? Un matériau qu'on n'utilise plus aujourd'hui, qui a été très utilisé durant les périodes historiques. Donc, si on suit la définition du dictionnaire, c'est une matière collante, visqueuse, inflammable, produite à base de résine et de goudrons végétaux. Goudron ici pris au sens de résine végétale cuite ou distillée. La poix, on peut la produire à partir de différentes espèces d'arbres, le bouleau et surtout les arbres résineux, pins, épicéas, sapins, mélèzes ou genévriers. Elle peut être utilisée dans de nombreux domaines, principalement artisanaux, pour coller des éléments entre eux, pour étanchéifier les céramiques ou les tonneaux, pour servir à l'éclairage sous forme de torches, pour traiter les cuirs et les cordes. Donc ça a donné de nombreuses expressions dans le langage encore utilisé actuellement. Poissé, poisseux, ça vient de la poix. Le vin résiné qu'on boit en Grèce vient aussi d'une pratique d'étanchéification des récipients. On peut même utiliser la poix en médecine humaine ou vétérinaire. Même bon, les études actuelles montrent que c'est sans doute aussi cancérigène que bénéfique, voire plus cancérigène que bénéfique. Mais c'est une des utilisations qui a existé également. Et puis la poix a été reliée par les historiens aux feux grégeois, qui sont une sorte de projectiles inflammables utilisés par les Byzantins dans les batailles navales, donc au Moyen-Âge. Même si on peut imaginer que cette utilisation dans les guerres maritimes est très anecdotique, voire non pertinente pour la poix jurassienne. On sait enfin que la poix, dite poix de Bourgogne dans certains textes, est une spécialité jurassienne réputée, mentionnée donc à partir du Moyen-Âge. Poix de Bourgogne, donc c'est une appellation qu'on retrouve jusqu'au XIXe, qui fait référence au comté de Bourgogne, l'actuelle Franche-Comté, donc qui correspond au massif du Jura, qui devait donc produire une poix réputée. Enfin, dernier aspect sur ce matériau, comment produit-on la poix? On peut l'obtenir de deux manières. Alors, soit en incisant l'écorce des arbres vivants sur pied, puis en mettant un récipient sous la cicatrice qui va laisser exsuder de la résine. C'est ce que les textes médiévaux jurassiens appellent la poix blanche. C'est le système qui est encore utilisé aujourd'hui dans les Landes pour la résine de pin. Ou autrement, on peut cuire doucement à l'étouffée des bûches de sapin et d'épicéa pendant plusieurs heures qui vont laisser suinter la résine sous l'action de la chaleur. Alors il ne faut pas que ça cuise trop fort, sinon la résine brûle avec le bois. Et on va recueillir un liquide noirâtre, une sorte de mélasse qu'on appelle la poix noire. Donc on verra que c'est cette dernière utilisation qui va laisser le plus de traces. Sur le Jura, les textes nous renseignent donc sur des productions assez intenses. Dès l'Antiquité, on sait que les montagnes gauloises produisent de la poix, mais on ne sait pas précisément, les textes romains n'expliquent pas s'il s'agit des Alpes, du Jura ou du Massif central. En revanche, à partir du XIe siècle, on sait que des marchands viennent dans le Jura pour acheter de la poix. On sait que des seigneurs, par exemple l'abbaye de Montbenoît ou les sires de Châlons-Arlay, vont alors soit acquérir directement des fours à poix, comme c'est le cas pour l'abbaye de Montbenoît en 1169, soit négocier des droits de préemption d'achat de la poix dans toute une seigneurie, dans tout un ensemble de forêts, comme c'est le cas pour les sires de Châlons-Arlay, à la fin du XIIIe siècle.
Ces dernières négociations, à la fin du XIIIe siècle, elles sont intéressantes, puisque les sires de Châlons-Arlès sont alors les plus puissants seigneurs du comté de Bourgogne, donc de la Franche-Comté. Ils détiennent déjà les salines de Salins, qui sont le cœur économique de la région. Donc s'ils s'intéressent à la production de pois et négocient des droits de préemption, c'est qu'il y a là un commerce assez juteux et une activité assez intense. On a ensuite des textes qui qui nous renseignent un petit peu sur la production de pois dans différentes forêts. Jusqu'au XVIe siècle, après la production semble décroître un petit peu, même si on a toujours des témoignages sporadiques sur l'ensemble du massif, tant sur le versant suisse que sur le versant français, jusqu'au début du XIXe siècle. Donc on a une production qui est très répandue, très pratiquée, qui est donnée à des exportations. Cette intensité elle a déjà été signalée par les historiens, qui ont souvent relié cette production de pois aux toponymes dérivés de fours, qui sont très nombreux dans le massif du Jura. Par exemple, le village des Fours vers Pontarlier, Fort du Plane dans le Grand Vaud, le Fournais, etc. On a de très nombreux toponymes liés à ça. Là, il convient de rester hypothétique. Ces toponymes ils peuvent être liés à de nombreuses autres pratiques charbonnières, fours à minerai de fer, et pas forcément à la poix. Ça, c'est le problème avec les interprétations toponymiques. En tout cas, tout cela suggère qu'il y aurait une production sur une longue durée dans le massif du Jura, donc sans doute des centaines de sites de production à découvrir, et pourtant, dans la littérature archéologique, on ne relève que 2 signalements anciens de vestiges qui pourraient être liés à des fours à pois. Il y avait donc là une question à éclaircir, et que nous avons commencé à éclaircir fortuitement, par hasard, sur le plateau des Fours, en découvrant 2 sites qui se sont avérés donc être des fours à pois, qui ont été documentés l'un à la suite de l'autre en 2015 et 2018. Donc vous voyez ici un cliché aérien du village des Fours, et puis à l'est, tout à côté de la frontière suisse, les 2 sites de Haute-Joux et de la Beuffarde. Le site de la Beuffarde, qui prend donc la forme d'un tertre aplati pas vraiment remarquable, donc dans le paysage d'une combe d'altitude, à 1100 mètres d'altitude, a été signalé en 1995 à la suite d'une destruction partielle. Un archéologue bénévole de la région avait remarqué qu'on trouvait dans ce tertre des matériaux chauffés, des cendres, et ça évoquait pour lui peut-être un fourneau de réduction du minerai de fer. On est également dans un secteur où on trouve des ressources minières. C'est sur cette première question que nous étions intervenus en 2016, puisque cette question de la métallurgie dans le Haut-Jura, elle est également très mal connue. Et en réalité, avec les sondages puis la fouille du site en mai 2016 puis mai 2017, on s'est aperçu qu'il s'agissait non pas d'un fourneau à minerai de fer, mais d'un four à pois. Alors voilà un plan d'interprétation des structures découvertes. On a tout d'abord au centre du tertre un espace circulaire très chauffé, avec de l'argile rubéfiée, des pierres bleuies, dans lequel visiblement on a chauffé du bois résineux, qui a laissé suinter de la résine, de la poix, qui a imprégné le sol à la base de cet espace circulaire. Donc c'est la chambre de chauffe du four, entourée d'une importante motte d'argile. Cette chambre de chauffe, elle est ouverte par plusieurs orifices. L'un donne sur un espace d'évacuation des déblais, des charbons, des cendres, et l'autre débouche sur un caniveau qui débouche lui-même sur un bassin de décantation, de récupération, dans lequel la poix va s'accumuler avant d'être conditionnée. Ce bassin est lui-même entouré de plusieurs trous de poteaux, donc ce sont les traces laissées par une armature de bois, un abri qui devait surplomber peut-être une partie du four, en tout cas ce bassin de récupération. Quelques images des fouilles et des structures rencontrées. Donc vous avez ici cette chambre de chauffe, cet espace circulaire avec de l'argile rougie par les hautes températures subies de manière répétée. Et au centre, une tache noirâtre, donc de la terre imprégnée de pois visiblement, très dure, et surtout très odorante à la fouille. C'était le côté amusant, alors la dureté était le côté moins amusant. C'était une odeur de saucisses de morteau, de vieilles cheminées ou de shampoing antipelliculaire. L'interprétation variait selon les observateurs, qui nous a permis de montrer que finalement cette structure n'avait rien à voir avec la réduction du minerai de fer, mais bien avec la distillation de la résine de sapin. Donc une structure finalement identifiée à l'odorat, c'est assez rare en archéologie. Cette chambre de chauffe, elle était entourée donc par un gros bourrelet d'argile et de pierre, percé par une sorte de tranchée, donc que vous voyez ici à l'écran, qui pouvait servir d'évent ou d'orifice d'évacuation des matériaux chauffés. Et cette tranchée, si on l'analyse plus en détail, on s'aperçoit qu'elle est composée de plusieurs comblements cendreux successifs, donc
puis de recreusement. À chaque fois, on a aménagé une tranchée, elle s'est remplie de cendres et de charbon, puis on a recreusé, de la terre chauffée s'est accumulée, ou des pierres ont été mises sur le côté pour renforcer les parois, de la cendre s'est à nouveau accumulée, on a recreusé, etc. Donc ça, c'est ce que les archéologues appellent la stratigraphie, l'analyse de l'enchaînement des couches de terre. Des charbons ont été prélevés dans chacun de ces comblements cendreux successifs. Ces charbons ont pu être datés par datation carbone 14, donc une méthode de datation des restes organiques très utilisée en archéologie, qui nous donne des datations, en tout cas des fourchettes de probabilité sur l'abattage des arbres qui ont fourni ces charbons. Et donc on s'aperçoit ici que le four a été utilisé entre le XIe et le début du XIIIe siècle, avec une première phase, un premier creusement, enfin, un premier comblement, une première phase d'utilisation qui est datée ici, enfin, qui contient en tout cas un charbon qui provient d'un arbre abattu entre 1046 et 1185, une deuxième phase avec un charbon qui est daté des XIIe, XIIIe siècles, etc. Donc les différentes datations sont assez larges, hein, mais elles se confirment les unes les autres et montrent une évolution, une phase d'activité assez longue, plusieurs phases d'activité assez longues sur ce four. En arrière de cet orifice de curage d'évacuation des déblais, on va retrouver les déblais issus des différentes combustions, à savoir 1 mètre à 1,80 m d'argile chauffée, très rouge, de cendres et de charbon, donc c'est bien lisible sur les différentes photographies prises ici. En aval de la chambre de chauffe, on va retrouver un bassin qui sert visiblement à la récupération de la poix, qui a pris également cette même odeur de vieux feux de bois, et puis qui est composé de grosses pierres jointoyées à l'argile. Et l'intérêt de ce bassin, c'est que visiblement les joints d'argile ou les imprégnations de poix ont retenu l'eau petit à petit, et le comblement qui a été les matériaux qui ont été versés dans ce bassin lors de l'abandon du four ont été conservés par l'humidité du comblement de ce bassin. Comme on le voit sur l'image, c'est très boueux, il y a de l'eau qui reste. Ça a permis de conserver les matériaux organiques qui, sans cette eau, sans cette humidité, auraient pourri. Donc à la fouille, on a retrouvé des morceaux de bois, de poutres, de branches, des feuilles mortes, des aiguilles de sapin, un cône d'épicéa, une pomme de pin si vous préférez, qui date du Moyen-Âge, qui date du moment où ce bassin a été comblé. Tout cela a fait l'objet de relevés, d'analyses détaillées, donc notamment par un dendrologue qui est spécialiste des bois, Olivier Girard-Clos. On s'aperçoit que les bois retrouvés contiennent notamment des bois de construction, planches, poteaux, chevrons, donc fait en épicéa, en sapin et en érable peut-être, et puis surtout une grosse pièce que vous voyez ici, qu'on a eu du mal à comprendre au départ, qui s'avère être une extrémité d'auge taillée à l'herminette dans un demi-tronc d'arbre. Cette auge, donc, qui a été un petit peu carbonisée puis ensuite conservée par l'humidité du comblement, elle montre une série de cernes de croissance, comme on peut observer sur n'importe quelle bûche de bois, qui peuvent être mesurées, puis comparées aux cernes de croissance retrouvées sur d'autres arbres de la même époque, et en comparant les largeurs de ces différentes cernes, qui sont liées au contexte climatique de la croissance de l'arbre, on peut dater ces morceaux d'arbres, un petit peu comme si on comparait des codes-barres, et on s'aperçoit que cette auge retrouvée dans le bassin de la Beuffarde, elle provient d'un arbre qui aurait été abattu autour de 1184. Donc cette datation dendrochronologique, liée donc à l'étude des cernes de croissance d'un bois ancien, elle confirme les différentes datations carbone 14 qu'on a pu effectuer sur le four. Donc on a bien une structure qui fonctionne autour des 11e, 12e siècles, puis qui est abandonnée, qui subsiste dans le paysage sous forme d'un petit tertre. Les recherches, la découverte au départ fortuite de ce premier four à poix, elle nous a amené à interroger la bibliographie, la littérature archéologique portant sur le secteur pour voir s'il pouvait y avoir d'autres témoins de structures semblables. Et en effet, à 2 km à vol d'oiseau du site de la Beuffarde, il y a le site de Haute-Joux, sur lequel 2 historiens locaux qui ont travaillé sur le village des fours signalent des travaux anciens durant lesquels on aurait retrouvé ce qu'ils interprètent comme des vestiges de four à poix. Par exemple, l'abbé Tissot, à la fin du XIXe siècle, il évoque des travaux d'adduction d'eau et dit qu'on a trouvé à cette occasion des traces de maçonnerie qui formaient le fond et les bords du creux artificiel où la poix brute était déposée et livrée au feu, ainsi qu'une certaine quantité de poix, une forte broche en fer, etc. En allant voir sur le site, ce lieu-dit de Haute-Joux, on retrouve en effet un réservoir d'eau et donc qui a pu nécessiter des travaux d'aménagement, et à côté un tertre un petit peu aplati, un petit peu bosselé, qui ressemble assez à celui de la Beuffarde, des niveaux de terre
très charbonneuse, cendreuse, comme vous le voyez ici sur le premier plan de la photographie. Tout cela, ça concordait finalement éventuellement avec les descriptions. En promenant des appareils de mesure à la surface du sol, donc ce qu'on appelle les prospections géophysiques, on s'aperçoit que ce secteur présente de forts contrastes magnétiques, c'est la carte que vous avez au-dessus de la diapositive, des contrastes magnétiques qui témoignent visiblement de fortes chauffes, que ce secteur a subi de fortes températures. Donc cela concorde avec les descriptions, ça permet d'identifier un probable site de four à poids. Ce qui a été vérifié par la réalisation de sondages en mai 2018, sous une météorologie parfois variable, mais ça c'est habituel dans ces secteurs de montagne, qui ont confirmé, alors qui ont permis d'abord de confirmer qu'il s'agissait bien d'un four à poids, et ensuite de comprendre le fonctionnement de cette structure. Alors, on a retrouvé des aménagements très similaires à ceux dégagés à la Beuffarde. La grosse tache de poids noirâtre centrale avec une odeur caractéristique, quoique plus légère que sur le premier site, des orifices qui permettent de contrôler la combustion, d'évacuer les matériaux chauffés et puis qui permettent à la poix de s'écouler en direction d'un bassin de récupération qui prend ici une forme ovale, qui est entouré d'un cerclage de pierre et au fond duquel on retrouve une auge de bois monoxyle, donc taillée dans un seul tronc d'arbre, dont il reste quelques fibres, c'est la photo du bas, qui ont été conservées, encore une fois, grâce à l'humidité au contact des niveaux d'argile. Et là encore, on retrouve des restes de poids, d'imprégnation de poids, au fond de cette fosse de récupération. Donc vous avez ici un relevé par photogrammétrie, c'est-à-dire une sorte de photographie aérienne sans déformation, obtenue par l'assemblage de différentes photos, prises en fin de fouille, une fois que les différentes structures ont été dégagées le mieux possible. Ça permet donc l'interprétation des différentes structures. On retrouve tout d'abord une chambre de chauffe donc qui prend ici une forme quadrangulaire avec composée d'argile jaune mais qui a par endroits chauffé jusqu'à prendre une teinte rouge. Cette chambre de chauffe est percée d'un évent ou d'un orifice de déblai de curage du four. Elle est percée également d'un écoulement qui a eu une forme de meurtrière un peu évasée, par lequel la poix va s'écouler. Cette poix arrive jusque dans un bassin de récupération donc de forme ovale. Et puis tout autour, on retrouve des trous de poteaux, donc des négatifs de poteaux, des traces d'armature en bois qui venaient renforcer le four ou qui correspondaient donc à des abris sur poteaux en bois qui soit abritaient le four lui-même, soit des espaces de travail autour. Enfin, en périphérie de la structure, des espaces de rejet, comme sur le premier site, avec une terre très noire, très charbonneuse, donc les niveaux de rejet des matériaux chauffés, cendres, charbon, argile rubéfiée, qui avaient été d'ailleurs repérés de longue date par les habitants voisins, puisque ceux-ci avaient bien vu cette accumulation de terre très bonne pour le jardin qu'ils venaient récupérer régulièrement. Alors, toutes ces observations archéologiques faites sur les deux sites, on peut ensuite, pour essayer d'en tirer le meilleur parti, de les interpréter au mieux, on va les confronter avec les témoignages des textes sur la fabrication de la poix dans différentes régions, puisque les textes qui concernent le Jura, ils nous disent où on peut produire de la poix, mais ils disent jamais comment procèdent les artisans qui le font. On va les comparer avec les observations faites par des archéologues dans différentes régions où on produit de la poix. Et on peut les comparer également, comme ici, sur l'image, à des clichés, à des témoignages ethnographiques sur les derniers fabricants de poix, puisque dans certaines régions du monde, on a continué d'en faire jusqu'au début du XXe siècle, où on continue encore d'en faire aujourd'hui. On s'aperçoit qu'en Suède, par exemple, ou aux États-Unis, on retrouve des structures qui ressemblent sans doute à ce que devaient être les structures jurassiennes, des grosses mottes de terre, circulaires ou quadrangulaires, dans lesquelles on met du bois, qu'on recouvre de terre pour que le feu ne prenne pas trop vite, que la combustion soit étouffée, et qui débouchent sur une fosse dans laquelle on va récupérer la poix avant de la mettre ici en tonneau. Donc ça nous donne des éléments d'interprétation pour comprendre les aménagements médiévaux jurassiens. Ça nous permet de procéder à ces restitutions, ces interprétations des images que nous venons de voir, restitutions en élévation ou en plan, donc pour comprendre le fonctionnement de ces structures. On peut également penser donc que ce four il fonctionne avec une combustion interne. Donc dans ces espaces circulaires que sont les chambres de chauffe, on entasse les bûches, puis on les recouvre de terre, comme feraient également des charbonniers, pour que la combustion soit lente et que la résine ne brûle pas avec le bois. La poix, le goudron s'écoule en direction d'un bassin, puis dans un second temps, les matériaux chauffés se sont plus ou moins effondrés dans la chambre de chauffe, et puis on va curer l'ensemble
pour permettre de procéder à une nouvelle cuisson. Donc avec la constitution d'importants amoncellements de déblais chauffés en périphérie du four. L'étape suivante du raisonnement, ça va être éventuellement de procéder à des restitutions plus élaborées, des vues d'artistes. Donc ici, une très belle restitution due à François Reuil, qui est spécialiste des restitutions sur la base de données archéologiques, qui montre ce à quoi pouvait ressembler le vallon de la Beuffarde et son four à pois au XIe ou au XIIe siècle, alors que la structure était en fonctionnement, avec un paysage qui est également, qui n'est pas le fruit de l'imagination, mais qui est restitué en fonction des données palynologiques dont on a déjà parlé, qui nous informent un peu sur l'état de la végétation à cette époque autour de la tourbière voisine. Donc on peut imaginer à cette époque des forêts très présentes mais déjà exploitées, des champs de céréales à proximité, etc. Et le four tel qu'il peut être restitué en confrontant les données archéologiques et les données des textes ou de l'ethnographie. Ensuite, les différents résultats de ces deux fouilles, elles vont également nous amener à un certain nombre de questions plus larges, alors, ou de questions ou d'affirmations ou de constats. On s'aperçoit tout d'abord qu'on a deux structures qui vont fonctionner en même temps, ces deux sites de la Beuffarde et de Hautjoux. Donc sur Hautjoux également, on a pratiqué différentes datations carbone 14 sur des charbons, qui montrent que la structure, comme à la Beuffarde, a fonctionné entre la fin du Xe siècle et le début du XIIIe siècle. Ces deux structures, donc, elles sont voisines et contemporaines. Elles ont donc logiquement des modes de construction et d'utilisation identiques. Là, c'est assez cohérent. On peut signaler ensuite que ces vestiges, ils sont antérieurs à l'apparition du village des Fours dans les archives, dans les sources écrites, autour du milieu du XIIIe siècle. Donc longtemps, les historiens de la région de Pontarlier ont pu dire que ces villages de montagne, comme le village des Fours à 1000 mètres, 1100 mètres d'altitude, ils apparaissaient au tournant du XIIIe siècle. On s'aperçoit ici qu'il y a de l'agriculture depuis longtemps sur ce plateau, mais aussi qu'au XIe, au XIIe, la forêt, le territoire est déjà exploité, qu'il y a des fours à pois régulièrement entretenus et utilisés. Donc sans doute des habitants pas très loin. On peut dire ensuite que ces deux fours fouillés, ce sont des structures importantes, soignées, réutilisées à de nombreuses reprises. On le voit par exemple sur le premier site de la Beuffarde avec des réaménagements successifs qui fonctionnent sur plus d'un siècle, donc qui ne sont pas liés à une coupe de bois une fois, mais qui peuvent être peut-être des équipements collectifs utilisés dans la longue durée. On peut dire également qu'ils sont très différents des structures de four à pois qu'on va retrouver dans les Alpes ou le sud de la France, donc peut-être des fabrications organisées de manière différente ou des influences venues de Suisse ou d'Europe centrale où on va retrouver des fours à pois plus similaires à ceux du Haut-Jura. Enfin, l'observation de ces deux fours, elle nous pose donc un certain nombre de questions sur l'organisation de la production. Qui produit la poix? Est-ce que ce sont les habitants locaux ou des travailleurs saisonniers plus ou moins itinérants? Est-ce que c'est contrôlé par la communauté d'habitants, par le seigneur? Et quelle utilisation de la forêt cela va induire? Est-ce que dans ces fours à pois, on met des troncs d'arbres abattus exprès pour la fabrication de la poix, ou est-ce qu'on utilise des racines, des déchets de coupe, alors que l'arbre lui-même va être employé pour, le tronc de l'arbre va être employé pour d'autres usages? Est-ce que la fabrication de la poix, elle a un gros impact sur le paysage? Est-ce qu'elle fait des dégâts sur la forêt, etc. Toutes ces questions, on va pouvoir y répondre. Alors, d'une part, en comparant ça aux analyses palynologiques qui montrent l'évolution de la végétation, mais aussi en poursuivant l'étude à travers une étude approfondie des charbons de bois récoltés sur la fouille. Alors, vous avez vu sur les différentes images que ces fours étaient environnés de niveaux de cendres et de charbon très épais, très nombreux. Donc on a fait des échantillons dans ces niveaux, et puis ensuite des spécialistes des charbons de bois, des anthracologues, ont analysé une partie de ces prélèvements au microscope pour en déduire donc différentes choses. Donc en l'occurrence, il s'agit d'un travail mené par Ariane Lambard et Olivier Girard-Clos en 2019-2020. Alors en regardant un charbon de bois au microscope, c'est l'image que vous avez au-dessus, on peut d'abord déterminer de quel bois il s'agit. La structure de l'arbre ne sera pas la même s'il s'agit d'un hêtre, d'un sapin ou d'un épicéa. On va pouvoir estimer le calibre du bois selon le diamètre des cernes de croissance, donc restituer la courbe, le diamètre total de la section de bois, savoir s'il s'agit d'une petite branche ou d'un morceau de tronc d'arbre refendu. Et puis on va enfin pouvoir mesurer les largeurs de cernes, c'est-à-dire la croissance de l'arbre chaque année. Et ça nous permet de dire donc à quel rythme a grandi l'arbre et dans quel type de milieu il a grandi, puisqu'un arbre ne grandit pas de la même manière s'il est au beau milieu d'une prairie avec beaucoup d'espace et de lumière à disposition, ou s'il est sous pression parce qu'il est entouré dans une forêt par des arbres plus vieux et plus développés. En l'occurrence,
les observations anthracologiques permettent de dire que logiquement le sapin et l'épicéa dominent, donc c'est normal, on retrouve des bois de résineux, on est dans une structure de production de poids à partir de résine, là rien d'inquiétant. De manière plus étonnante, selon les phases chronologiques d'utilisation des fours, on peut retrouver plus de sapins ou plus d'épicéa, peut-être que ça traduit les différences de, de procédés de fabrication ou d'exploitation de la forêt, ça reste à expliquer. Autour de cette dominante de résineux, on va retrouver de faibles quantités de feuillus comme le hêtre ou l'érable ou de petits bois comme le genévrier, voire la bruyère. On ne sait pas à quoi ils servent, peut-être qu'il s'agit de bois d'allumage pour avant la combustion, peut-être qu'il s'agit de petits bois destinés à renforcer le four en tant qu'armature. On va également remarquer que les bois utilisés pour cette production de poids sont surtout des bois de fort calibre. Dans les charbons retrouvés, ce ne sont pas des charbons issus de petites branches, mais plutôt de troncs d'arbres refendus. Ça voudrait dire qu'on abat des arbres exprès pour produire de la poix, et pas seulement qu'on utilise des déchets de bûcheronnage ou d'élagage. On va remarquer également des marques d'insectes xylophages, d'insectes qui prolifèrent sur le bois, en l'occurrence d'insectes qui prolifèrent sur le bois sec, qui est resté longtemps séché après la coupe. Ça voudrait dire que ces arbres, donc on ne ramasse pas des branches au hasard pour les mettre directement dans le four à pois, mais on abat des arbres exprès et on les laisse sécher un certain temps, comme on le ferait pour de la charpente ou de la menuiserie, avant d'en distiller la résine. Dernière conclusion. Donc la mesure des cernes de croissance sur les charbons étudiés montre que les arbres qui ont été utilisés pour le four n'ont pas beaucoup grandi quand ils étaient petits, quand ils étaient jeunes. Ils produisaient de petits cernes, et plus ils sont devenus grands, plus ils ont cru, plus ils ont grandi fortement. C'est un petit peu une trajectoire inverse de ce qu'on observe dans les arbres des forêts actuelles. Donc ça voudrait dire sans doute que ces arbres médiévaux utilisés dans, les fours à pois de la Beuffarde et de Hautejou, ils proviennent d'une forêt très ouverte avec beaucoup de buissons qui vont avoir tendance à étouffer l'arbre quand il est très jeune, donc il ne va pas pousser beaucoup. Et puis une fois que ce jeune arbre il est sorti de la strate buissonnante, de la végétation basse, il va avoir plus d'espace, plus de lumière, donc il va croître plus et produire de plus grosses cernes. Donc finalement, à partir de ce four à pois, on a des indications sur les procédés de fabrication de pois elles-mêmes, mais également on peut en tirer des conclusions sur l'état de la forêt autour, durant la période médiévale. Et ces forêts du Haut-Jura, elles ressemblent, en tout cas autour du four, en tout cas dans les zones exploitées autour de ces sites étudiés, elles vont plutôt ressembler peut-être à des prébois avec une végétation très mixte, beaucoup de végétation basse, plutôt qu'à des futaies avec des arbres très vieux. Ça correspond d'ailleurs à de nombreux textes dont on dispose plutôt pour la fin du Moyen-Âge ou la période moderne, qui nous rappellent que ces forêts du Haut-Jura, elles ne ressemblent pas forcément à ce qu'on connaît aujourd'hui, et surtout elles ont des usages beaucoup plus variés. Dans la plupart des boisements, on va collecter du bois de chauffage, on va avoir de nombreuses activités artisanales, mais on va aussi emmener paître les vaches, les différents types de bétail, etc. Donc des forêts très exploitées, loin d'être désertes, très exploitées, avec de nombreux types d'exploitation différents, notamment, et c'est l'étape suivante de notre exposé, la fabrication de la chaux. Merci Valentin, je reprends la parole. Effectivement, un autre usage du bois à cette époque-là dans la forêt du Jura, c'est l'utilisation du bois pour cuire du calcaire et pour produire de la chaux. Vous avez ici une image qui vous montre une espèce de structure en couronne circulaire qui fait environ 12 mètres de diamètre. Ce sont les vestiges d'un four à chaux. On est toujours dans la même région du village des Fours, sur la frontière franco-suisse à 1100 mètres d'altitude. Alors la chaux, qu'est-ce que c'est ? La chaux, c'est du calcaire cuit à 900 degrés, au moins 900 degrés, pendant plusieurs heures, pour transformer cette calcite qui forme le calcaire en oxyde de calcium. Et cet oxyde de calcium, vous le connaissez sous l'appellation de la chaux vive. Et puis la chaux vive, on va la réhydrater pour en faire un hydroxyde de calcium. Et c'est surtout sous sa forme éteinte, on appelle ça de la chaux éteinte, qu'elle va être utilisée. Encore que chaux vive et chaux éteinte permettent des usages différents. Qu'est-ce qu'on fait de la chaux vive, c'est-à-dire sous la forme d'oxyde de calcium ? Eh bien, on peut l'utiliser pour dégrader de la matière organique, pour assainir des charniers, pour assainir éventuellement des étables. C'est un produit qui
qui est dangereux donc à manipuler, mais qui va dégrader la matière organique. Elle peut être utilisée sous cette forme-là, mais le plus souvent, cette chaux, on va l'utiliser éteinte, réhydratée, et là, on aura un usage de cette chaux essentiellement pour la construction en pierre. On va l'utiliser comme liant pour les mortiers, on va l'utiliser en badigeon pour de la peinture. On l'utilisera aussi pour des usages agricoles, on l'utilisera aussi pour la production de verre, comme fondant par exemple, avec la silice. Mais son usage principal, évidemment, c'est pour la construction, pour la construction dans ce bâtiment où elle va servir de liant pour sceller les blocs entre eux. Alors, le four à chaux, vous le voyez sur cette image, c'est un objet assez spectaculaire. Ici, il est en prairie, il est facile à repérer. Mais quand on utilise des images LIDAR, et vous avez ici une image LIDAR qui vous montre au bord d'un affleurement rocheux, vous voyez ces espèces de petites structures circulaires très faciles à identifier sous le couvert forestier. On voit ici un agrandissement, ça représente une espèce de structure circulaire avec un creux central. C'est un objet qui est finalement très facile à repérer sur des images LIDAR, à la grande différence des fours à pois dont Valentin vous a parlé, qui sont des petites buttes difformes, difficiles à repérer. Et bien là, le four à chaux, c'est une structure qu'on repère extrêmement facilement et qu'on peut carter de ce fait-là sur de grandes surfaces. Alors sur le terrain, je vous ai montré un très joli four à chaux en prairie dans le fond d'une doline il y a un instant. Voilà à quoi ça peut ressembler en pleine forêt. Vous voyez ici une couronne circulaire qui est envahie par la végétation et la pousse des grands résineux. Et on distingue un creux central. Encore une fois ici un four de grande dimension qui, une fois qu'on l'a repéré sur le LIDAR, est très facile à repérer en milieu forestier. Alors, sur la zone du Haut-Jura, dans la partie centrale, vous avez ici la ville de Pontarlier, vous avez Valorbe ici, vous avez la grande forêt du Rizou, vous reconnaissez ici la bordure du lac Léman, le lac de Neuchâtel, le lac de Joux, le lac Saint-Point, donc c'est un focus sur cette région-là. Dans la zone que nous avons dépouillée du point de vue des relevés LIDAR, donc elle se traduit en jaune clair sur cette image, eh bien vous voyez que chaque point noir va représenter un four à chaux. Un four à chaux, effectivement, on a eu une grande surprise quand on a commencé à faire le diagnostic LIDAR de cette région-là, c'est que des fours à chaux, il y en a partout. Et vous voyez que sur 1290 km² de prospection LIDAR réalisée à ce jour, eh bien, on a repéré 2273 fours à chaux, donc presque 2 fours à chaux par km² de terrain, alors qu'on en connaissait quelques-uns avant ces prospections. Eh bien, on se rend compte qu'il y en a partout, qu'il y en a des milliers, et que cette carte, elle est minimaliste parce qu'il y en a un certain nombre qui nous échappent, les plus petits nous échappent. Donc très certainement, on a une carte ici qui ne représente pas totalement la réelle densité de fours à chaux présents sur la haute chaîne du Jura. Néanmoins, on voit qu'il y en a beaucoup. Alors si on s'intéresse à une zone un peu plus réduite ici, eh bien vous voyez qu'on retrouve de très nombreux points et que très souvent on a des patchs, on a des espèces de groupes de fours qui s'agglomèrent les uns les autres. Donc il y a sans doute des zones de production privilégiées. L'étude de tout ça n'est pas encore complètement donc aboutie, mais on a des zones des zones de concentration de fours qui traduisent des zones de production qui semblent privilégiées, et en particulier autour du village des fours, où on voit ici un ensemble de groupes qui s'organisent avec une belle densité, puisqu'on peut monter jusqu'à 18 fours au km², donc d'importantes zones de regroupement de production de chaux. Alors, quand on regarde la distribution spatiale de ces ensembles-là, on se rend compte, pour ce qui concerne la zone d'altitude, alors vous avez ici 2 couleurs différentes sur cet histogramme. Vous avez en orangé ce qui intéresse la Suisse et en bleu ce qui intéresse la France. Vous voyez que vous avez un gros ensemble de fours au pied du Jura sur le versant suisse, c'est cet ensemble-là. Mais pour ce qui concerne la haute chaîne du Jura, eh bien vous avez une distribution qui se ressemble un peu entre la France et la Suisse, mais vous voyez que ces fours se situent à des altitudes généralement au-dessus de 1100 mètres. C'est là qu'on a la plus belle densité de fours. Donc c'est vraiment une pratique qui semble très associée à la zone d'altitude du Haut-Jura, plutôt qu'aux zones les plus basses.
Alors on peut se dire que pour produire de la chaux, il faut choisir son calcaire. Mais en fait, la Haute-Chaîne du Jura, tous les calcaires se prêtent globalement à la production de chaux. Et quand on regarde la question de la géologie qui supporte ces zones de production et ces fours à chaux, c'est bien évidemment les calcaires du Jurassique supérieur qui dominent la production, mais ce sont aussi les calcaires qui sont les plus représentés dans les structures géologiques de cette zone-là. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un déterminisme géologique à la production de chaux. C'est plutôt d'autres facteurs qui vont jouer sur la localisation géographique de ces fours à chaux. Alors, ces fours à chaux, ils ont des diamètres variés. Vous voyez ici 3 illustrations prises sur le même territoire de la commune des Fours. On a ce grand four qui fait 12 à 13 mètres de diamètre. Et puis, on a des fours de taille intermédiaire, ici, 6, 7 mètres de diamètre. Et puis, on a des petites structures, ici, beaucoup plus petites, avec un creux central, qui font 2 à 3 mètres de diamètre seulement. Donc, une variété dans la dimension, bien que vous le voyez sur cet histogramme, la dimension moyenne d'un four, alors quand je parle de dimension, c'est le diamètre extérieur, ce n'est pas forcément le diamètre de la chambre de chauffe, j'y reviendrai dans un instant, mais vous voyez que ce sont des structures qui, pour la majorité, font entre 8 et 10 mètres de diamètre. C'est la dimension moyenne, en quelque sorte, d'un four à chaux du Haut-Jura. Alors, il y a une typologie des structures qui apparaît quand on regarde le lidar de façon détaillée, mais je passe assez vite là-dessus. Eh bien, on voit des couronnes toutes simples, on voit des couronnes avec des creux, c'est-à-dire avec une aire de travail qu'on repère à la périphérie du four, une double aire de travail, on voit des fours à coller multiples, des fours à plusieurs cellules. Il y a toute une typologie qui peut être faite sur ces fours à chaux à partir des relevés lidar qui sont assez précis pour ce type d'analyse. Alors on s'est intéressé à ces fours à chaux parce que bien évidemment c'est la trace, c'est la preuve de l'exploitation de la forêt. Ça fait partie de ces industries du feu qui vont consommer du bois. Et donc on s'est intéressé de plus près à ces fours, qui sont des objets archéologiques assez connus. Nos collègues suisses dans le nord du Jura en ont fouillé pas mal, mais on voulait un peu se forger notre propre expertise sur ces objets-là. Et on a jeté notre dévolu, toujours dans la région des Fours, sur un groupe, sur un petit secteur qu'on appelle la plaine du Vitiau, les plans du Vitiau, sur lesquels, vous le voyez sur cette image, il y a 6 ou 7 fours qui sont associés dans un même secteur. Donc on a regardé un peu la cartographie de ces fours, on y a fait des sondages en première approche pour extraire des charbons et faire des dates. Et notre première surprise a été de montrer que sur un ensemble de 4 fours comme ça, qui sont dans le même secteur, eh bien, on a des dates différentes. C'est-à-dire que ces secteurs de production ne semblent pas être des sites sur lesquels on a fait fonctionner des batteries de fours en même temps, mais des sites sur lesquels on est venu régulièrement produire de la chaux à différentes époques, un peu toujours sur les mêmes secteurs. Vous voyez qu'ici, sur les 4 fours qu'on a appelés F1, F2, F3, F4, eh bien, les dates s'échelonnent entre la fin du XIIIe siècle et puis le début peut-être du XXe siècle. On a des âges différents qui apparaissent au niveau des dates radiocarbone. Alors, la structure de ces fours, eh bien, on a pu l'appréhender à travers des sondages. On a fouillé partiellement 3 fours, en complément des données archéologiques existantes déjà dans le nord du Jura. Ça nous a permis d'appréhender la structure de ces aménagements. Et vous avez ici un des fours du Vitiau qui vous montre que le sondage nous a permis de mettre en évidence un foyer circulaire avec une paroi circulaire qui forme une chambre de chauffe semi-enterrée dans le sol et qui, dans sa partie haute, s'ouvre sur une gueule ouverte, qui est soutenue par 2 pieds droits et par un linteau qui a disparu sur cette image, mais qui vont constituer la zone de surveillance de feu, la zone de mise à feu du foyer lors de la calcination du calcaire. Et puis, ce four, qui est constitué d'une paroi de bloc, eh bien, on le ferme par une ceinture argileuse qui a pour vocation d'assurer l'isolation thermique
de la structure et faire en sorte que la calcination du calcaire se réalise bien, de manière protégée des fuites thermiques qui pourraient se diffuser à travers la paroi. Et puis devant le four lui-même, une aire de travail un peu plus basse que la gueule du four. C'est là que se tient le chauffournier et c'est là qu'il va conduire le feu pendant les heures nécessaires à la cuisson. Voilà une vue, une orthophoto en plan qui vous montre la structure partiellement fouillée. Et puis cette organisation où on va bien distinguer la paroi du four, la structure de la gueule avec des soutènements latéraux, un merlon en argile tout autour pour assurer cette bonne isolation. Et puis l'aire de travail du chauffournier soutenu par un petit muret dans ce cas-là. Et puis une zone de rejet à l'extérieur où on trouve des déchets de défournement. Alors, on a fouillé sur le site du Vitiot 3 fours de 3 périodes différentes pour essayer d'évaluer des différences de construction entre les époques. Globalement, quelle que soit la période entre le 13e et la fin du 19e, ces fours-là sont toujours structurés de la même manière. Ce qui va changer, c'est la dimension du four. Encore qu'on ne puisse pas rattacher le diamètre du four à une période particulière. Le diamètre du four, il est lié aux besoins de la production, mais il ne s'attache pas à une période chronologique particulière. Un dernier four qu'on a fouillé, c'était ce grand four de 13 mètres de diamètre qui nous interrogeait un peu quant au diamètre de la chambre de chauffe. Eh bien, on y a réalisé un sondage pour pouvoir dimensionner et comprendre la structure de ces fours à chaud. Finalement, l'objet, on peut le résumer de cette manière-là, une paroi de calcaire qui forme une chambre de chauffe circulaire avec un foyer central dans lequel on va faire le feu. Et puis, autour de cette paroi circulaire, un merlon d'argile comme isolant, la gueule du four et puis l'aire de travail. Vous avez ici le plan et vous avez ici la coupe. Ce sont des fours qui sont semi-enterrés, dont le foyer est partiellement donc enterré dans le sol naturel sur lequel est construit le four, et la gueule du four est plutôt en partie haute. Donc ça, c'est le schéma, je dirais, des vestiges archéologiques après utilisation du four. Si on fait une proposition cette fois-ci d'un four en fonctionnement, on retrouve les mêmes éléments. Mais sur ce schéma, on y a rajouté la charge de pierre à cuire, la charge de pierre à calciner. On y a rajouté bien évidemment le foyer, le feu. Et puis vous voyez que tout ça s'organise de manière assez particulière, puisqu'il s'agit pour le chauffournier de prévoir une charge à calciner qui va venir au-dessus du foyer, mais qui va être déposée sur une voûte qui elle-même va être cuite pendant la calcination. Et il faut qu'il y ait une organisation assez particulière de la charge à calciner pour que la cuisson se répartisse de manière homogène sans que la voûte s'effondre. Donc c'est finalement une technique qu'on connaît encore aujourd'hui parce que, par exemple, au Maghreb, on pratique encore ce type de calcination. Le montage de la charge à calciner requiert un travail particulier. Et puis on va faire un lutage à l'argile avec des mottes de terre à la périphérie, un peu comme on le fait pour la production de pois, un peu comme on le fait pour la production de charbon. L'idée est de cuire à l'étouffer, finalement, cette charge à calciner. Alors ces fours, ils sont assez typiques de l'époque médiévale à contemporaine, on les connaît bien. C'est des fours qui sont appelés fours à longue flamme, semi-enterrés, à calcination périodique et à gueule haute. Sa terminologie qui est un peu longue, mais qui indique qu'en fait, on ne mélangera pas la charge à calciner avec le combustible, on va les séparer, et on va utiliser une technique de foyer dans laquelle on va charger le bois, entretenir le feu, et pendant plusieurs heures, maintenir une température suffisamment forte pour arriver jusqu'à la bonne calcination du calcaire. Alors sur les 3 fours qu'on a fouillés, ça nous permet de dimensionner en particulier la chambre de chauffe avec sa paroi et sa forme, qui varie un peu au cours du temps. Mais vous voyez que s'il faut monter une charge à calciner sur un petit four qui fait 1,80 m de diamètre, c'est pas très compliqué. Mais monter une charge à calciner sur un four de 12 à 13 mètres de diamètre avec une chambre
de calcination qui fait 7 mètres, eh bien, ça doit être quelque chose d'assez spectaculaire. On a beaucoup travaillé sur la question du montage de la charge à calciner. On a lu pas mal de choses, on a regardé un peu comment on pouvait maintenir en équilibre une charge à calciner. L'idée était d'estimer ou d'essayer d'estimer la production de chaux qu'on pouvait produire à chacune des cuissons sur ce type de four. Et vous avez en face de ces 3 fours-là la production théorique de chaux susceptible d'être produite par chacune des cuissons qu'on pouvait faire dans ce four. Et vous voyez que ça varie de 2 à 3 tonnes pour les plus petits fours, jusqu'à 25 à 30 tonnes par calcination pour les fours les plus imposants. Quand je parle de tonnage de chaux, c'est ici de tonnage de chaux éteinte après une hydratation du produit récupéré. Autre question qu'on se posait aussi sur ces fours, c'est est-ce que ces fours sont à usage unique ou est-ce qu'on les utilise plusieurs fois? C'était en particulier une des questions qu'on voulait résoudre à travers les fouilles qu'on a réalisées sur ces objets-là. Eh bien, on a eu 2 types d'approches pour essayer d'estimer combien de fois un four pouvait servir. En particulier, dans l'un des fours du Vitio, on a eu la chance de pouvoir vider le remplissage de la chambre de chauffe jusqu'au substrat de la doline dans laquelle se trouve ce four. Et la stratigraphie nous a indiqué ici que ce four avait subi au minimum 8 périodes de calcination. C'est-à-dire qu'on l'avait utilisé à minima 8 fois. Peut-être plus, puisqu'il a pu être curé à certaines utilisations, mais en tout cas, la stratigraphie interne de la chambre de chauffe nous a permis d'identifier 8 phases de mise en calcination de ce four. Donc, ces fours ne servent pas qu'une fois, ils servent plusieurs fois. Et il y a eu un autre type d'approche qu'on a mis en jeu sur ces observations, c'est qu'ici, pas très loin de la zone du Vitio, toujours sur la commune des Fours, vous voyez que sur cette image LIDAR, qui représente ici sur l'échelle 50 mètres, on a 3 fours qui sont associés à 3 carrières, chaque four étant le lieu de calcination du volume de pierre extraite dans la carrière. Et quand on fait la quantification du volume de pierre exploité, qu'on le ramène à la dimension du four et qu'on estime le nombre d'utilisations pour consommer le volume de calcaire extrait de la carrière, eh bien on arrive à un chiffre de l'ordre à 14 à 18 calcinations nécessaires pour consommer la pierre qui a été extraite de la carrière, si on considère que le lien entre le four et la carrière est évidemment un lien complètement verrouillé, complètement fort, puisque les pierres de la carrière, on part du postulat qu'elles n'ont servi qu'à produire de la chaux. Donc vous voyez que finalement ces fours, entre 8 fois pour le petit four du Vitio, ici 14 à 18 fois, c'est difficile, on n'a que 2 exemples pour l'instant, mais en tout cas, on peut penser que chacun des fours n'est pas construit que pour un usage unique, mais qu'il va servir peut-être, on peut postuler, au moins une dizaine de fois. On s'est intéressé bien évidemment à la chronologie. La chronologie, je vous en ai déjà parlé il y a un instant, je repasse très vite là-dessus. On a daté des groupes de fours et on s'est rendu compte toujours, sur tous ces groupes de fours, qu'on avait toujours affaire à des concentrations qui étaient très diachroniques. C'est-à-dire que ce n'est pas des batteries de fours qui fonctionnent en même temps, ce sont des batteries de fours, enfin ce sont des sites de sa production qui s'étalent dans le temps. Et vous voyez ici, sur cet affleurement, cette image que je vous avais montrée au départ de cette intervention sur les fours à chaud, que 4 fours voisins les uns des autres correspondent à 4 périodes différentes. Et ça s'est répété un peu sur chacun des ensembles qu'on a datés. Au final, les dates qu'on obtient, alors pour l'instant, je vous ai parlé de milliers de fours, on n'en a daté que 23, on est au début du programme, on va essayer d'en dater encore une vingtaine d'autres. Mais vous voyez que sur ce diagramme radiocarbone qui vous montre la distribution dans le temps de ces fours, les fours les plus anciens, ils datent de la fin du XIIe, début du XIIIe. Et puis on voit que l'essentiel sont des fours qui vont se mettre en place autour du XVIe et du XIXe, avec une concentration qui est beaucoup plus importante sur ces périodes-là. Ce diagramme nous montre en particulier qu'il semble y avoir 2 périodes d'interruption de la production de chaux dans la haute chaîne du Jura. Ici, sans doute, suite au
aux pestes de la fin du XIVe. On sait que le massif est très touché par ces phases d'épidémie. En même temps, c'est une période de péjoration du climat. Donc on a sans doute ici une période d'interruption de la production de chaux, avec une déprise anthropique peut-être sur ce massif, et puis qu'il semble aussi y avoir une nouvelle interruption au début du XVIIe, avec les conflits qui affectent cet espace et qui réduisent encore une fois considérablement la population. On arrête de produire de la chaux sans doute à ces périodes-là. En tout cas, on voit qu'on a une croissance progressive de la chronologie et du nombre de fours qui semblent se mettre en place dans le temps. Et très certainement, cette production de chaux, elle accompagne l'accroissement démographique et la généralisation de l'habitat en pierre maçonnée dans la haute chaîne du Jura, puisque avant le XIIIe siècle, on a sans doute surtout de la construction en bois et de la construction en terre et bois, et très peu de construction en pierre, donc peu de besoin de chaux. Si on regarde un peu ces histoires de cette chronologie, de dimension des fours, de nombre de fours, et qu'on regarde par exemple sur un massif, et on terminera cet exposé sur cette image-là, ou peut-être la suivante, si on s'intéresse au massif du Rizou, vous avez ici cette grande forêt du Rizou qu'on vous a présentée donc en préambule de cet exposé, et cette grande forêt du Rizou franco-suisse. Vous voyez que sur cette forêt, on a repéré par lidar 1250 fours à chaux. Et si on considère qu'un four de dimension moyenne, d'après ce qu'on a étudié, alors dans la zone plutôt plus au nord sur les fours, qu'un four de dimension moyenne va produire 12 tonnes de chaux par calcination, et si on estime entre 8 et 16 calcinations, alors tout ça est très, très approximatif, puisque vous le savez bien, on a peu d'éléments pour définir ces valeurs-là, mais supposons qu'on produise pour un four moyen 12 tonnes de chaux par calcination et qu'on l'utilise 12 fois, un four pourrait produire en moyenne 144 tonnes de chaux dans son fonctionnement. Et si on ramène au niveau du Rizou, 1250 fours, ça voudrait dire peut-être 180 000 tonnes de chaux produites sur le massif du Rizou entre le XIIIe et le début du XIXe siècle. Et si on fait la répartition du nombre de fours d'après nos données radiocarbone, alors tout ça est très acrobatique. On s'autorise ce soir de faire ce calcul, mais c'est tout à fait donc indicatif. Il faut encore beaucoup travailler cette question. Mais vous voyez qu'entre le XIIIe et le début du XIXe siècle, finalement, ces trois périodes successives verraient doubler la production de chaux exprimée en tonnes par an au cours des trois périodes, ce qui accompagne bien ce besoin croissant de chaux produite sur ce massif. Alors la question qu'on peut se poser, ou les questions qu'on peut se poser, elles sont assez nombreuses, mais c'est est-ce que ces productions qu'on arrive à estimer ou qu'on approche pour l'instant de manière assez simpliste, qu'est-ce qu'elles traduisent Est-ce qu'elles traduisent des productions pour des usages locaux 450 tonnes par an au XVIIe siècle produites dans le Rizou, finalement, c'est pas beaucoup non plus. Est-ce que c'est pour des usages locaux ou est-ce qu'on exporte? Est-ce que c'est un produit qui s'exporte? En tout cas, il faut encore beaucoup travailler ces questions. Elles restent nombreuses dans la haute chaîne du Jura. C'est quelle est la chronologie? 23 fours datés, il faut qu'on aille un peu plus loin. Quelle est la production, quelle est la quantification de cette production? Usages locaux, exportation. Pourquoi les fours se distribuent avec une géographie particulière? Je l'ai dit tout à l'heure, la géologie ne semble pas être un déterminisme majeur. C'est plutôt le droit d'usage du bois qui va sans doute déterminer les lieux d'implantation de ces fours à chaux. Et justement, le bois, et c'est là qu'on rejoint l'exposé fait par Valentin sur la poix, et les questions qui nous animent, c'est quel volume de bois, quel type de bois et quel volume de bois on utilise dans ces fours à chaux. On a vu que pour la poix, on utilisait sans doute des bois massifs refendus. Est-ce que c'est la même chose pour la chaux, ou est-ce qu'on utilise plutôt des sous-produits forestiers? À l'occasion de chantiers d'abattage, on utilisera les branches, par exemple, pour produire de la chaux, et on gardera les fûts pour la production de bois d'œuvre, par exemple.
et puis quelle est l'incidence ou quelles sont les incidences sur le peuplement forestier. L'étude anthracologique reste à faire, donc on a maintenant encore un certain nombre de questions et de travaux à mener sur cette région du Haut-Jura, et en particulier sur cette forêt du Rizou, et on terminera notre exposé sur cette image-là. Vous avez ici la grande forêt du Rizou, et vous voyez le dépouillement des données LIDAR, ici sur l'image de droite. Vous avez ici les triangles rouges qui traduisent l'habitat ruiné, et on a plus de 450 habitats ruinés sur cet espace-là. On a plus de 700 fours à chaud, 1200 si on compte le versant suisse, et puis on a près de 2800 charbonnières. Donc vous voyez que cette forêt du Rizou, elle recèle une quantité de vestiges archéologiques qui restent à comprendre, à étudier pleinement, et qui nous permettront surtout de connaître la trajectoire écologique de ces grands massifs forestiers au cours de ces périodes. Voilà, on vous remercie pour votre attention. Et on repasse la parole à Philippe Barral. Eh bien, merci à tous les deux pour cette conférence extrêmement riche. Donc, j'attire l'attention des auditeurs sur le fait qu'ils peuvent poser des questions à travers les petites bulles de conversation qui s'affichent sur l'interface auquel ils ont accès pour cette conférence. Et donc, en attendant que s'affichent les premières questions, j'en ai mis quelques-unes de côté pour lancer la discussion. Alors, deux petites questions. Donc, pour commencer, en introduction, je crois que vous avez évoqué le fait que finalement, on commençait à avoir des textes, surtout à partir du XIIIe siècle. Alors, est-ce que, de ce point de vue, cette zone du Jura se différencie d'autres zones, ou est-ce que je dirais, c'est courant, c'est comme ça, on a des textes surtout à partir du XIIIe siècle. Et puis, autre question, dans les activités traditionnelles, vous avez mentionné la métallurgie, la verrerie, la boissellerie, donc toutes des activités artisanales qui participent de ce qu'on appelle les industries du feu. Vous n'avez pas du tout évoqué la céramique, l'activité potière. Alors, est-ce que c'est un oubli? Est-ce qu'on n'a pas de traces, etc. Alors, merci pour ces questions. Sur la question des textes, oui, c'est quelque chose d'assez classique. Alors, en général, c'est une croissance générale de la documentation écrite dans la plupart des régions. À partir de la mutation féodale, à partir des 11e, 12e siècles, on produit plus de documents, et surtout on produit plus de documents qui vont s'intéresser directement au mode de peuplement, enfin qui vont nous renseigner sur la manière d'habiter les campagnes ou les montagnes, de les exploiter également. On pourrait citer de nombreux textes également pour le haut Moyen-Âge, mais ils vont se concentrer surtout sur les domaines exploités par les plus grandes abbayes, les seuls à nous laisser des archives pour les périodes antérieures au Xe siècle, où il va s'agir de textes surtout liés à la vie des saints, à la vie des ermites, des moines, et dans ce cas-là, donc comme c'est le cas par exemple pour le Haut-Jura, avec la vie des pères du Jura, les fondateurs de l'abbaye de Saint-Claude et des monastères voisins, mais dans ce cas, ce sont des textes beaucoup plus mystiques, beaucoup plus poétiques, qui vont nous donner une réalité, enfin nous renvoyer une vision très transformée de la réalité. Et en l'occurrence, pour le Haut-Jura, mais c'est le cas pour toutes les autres régions, quand on a ces vies de saints du Haut Moyen-Âge, on parle de forêts un petit peu désertes, et quand l'archéologie montre que la plupart du temps, ce n'est pas le cas, et que ces saints ou ces moines s'installent dans des milieux peuplés. Donc oui, c'est un phénomène assez général, peut-être accentué dans le Jura par le fait que, par exemple, il n'y a pas de grandes abbayes ou de grandes entités productrices d'archives avant le XIIe siècle, ce qui renforce encore plus cette évolution. Sur la deuxième question, la céramique, c'est quelque chose qui reste alors soit anecdotique, soit mal connu, en tout cas pour la région du Jura central sur laquelle on a le plus travaillé. On n'a pas d'indice d'ateliers de céramique pour les périodes antiques ou proto-historiques ou même médiévales. Et on a des textes
les textes qui pourraient évoquer des productions de terre cuite sont assez rares également. On sait qu'on a quelques tuileries, mais de manière assez rare. Et d'ailleurs, on ne sait pas quelles ressources en argile utilisent ces quelques ateliers. J'ajouterais d'ailleurs à ce sujet-là que la terre cuite architecturale, la tuile en particulier, est très peu donc utilisée dans cette région-là. On sait que jusqu'au milieu du 19e siècle, on fait beaucoup de toitures en bois. On utilise très peu la tuile. Il y a un recours systématiquement à la couverture en bois qui dure très longtemps et qui traduit sans doute ce déficit de production de terre cuite architecturale dans la haute chaîne du Jura, un peu à toutes les époques. Je viens de voir une question donc, qui s'affiche de Jack qui demande quelles sont les différences avec les fours méridionaux. Donc je pense que là c'était, si je me souviens bien, à propos des fours à pois, où vous avez évoqué une différence peut-être. Je ne sais plus si c'est les fours à pois ou les fours à chaud. Oui, c'est cela, c'est sur les fours à pois. Donc, alors, il y a eu des travaux de synthèse faits sur les fours à pois du bassin méditerranéen, du Massif central, des Alpes, principalement des Alpes du Sud, et qui montrent, alors pour la période, pour les fours antiques, c'est bien connu aussi archéologiquement, mais c'est assez différent. Et pour les fours médiévaux qui pourraient être comparés, qui sont vraiment de la même période que ceux des fours, de la Beuffarde et de Haute-Joux, dans les Alpes ou dans le sud de la France, on a des fours beaucoup plus petits et de la combustion en pot, avec des pots renversés l'un sur l'autre dans lesquels on met le bois résineux et autour duquel on fait le feu. Donc on distinguera ces fours dits à combustion externe des fours jurassiens qui fonctionnent plutôt comme des charbonnières, où on a une combustion interne avec des fours là qui sont de plus grande taille. Donc voilà, ce sont ces différences-là. La taille est beaucoup plus petite, le mode de cuisson n'est pas le même. Donc est-ce que ça traduit des modes de fabrication différents, plus ou moins collectifs ou au contraire individuels? Et puis alors les fours donc, du type de ceux qu'on a présentés pour le Jura, ils correspondent soit à des fours anciens mais plutôt d'Europe centrale, d'Allemagne, soit à des fours plus récents, parce qu'à partir du XVIe siècle, de la période moderne, le modèle à combustion interne va se diffuser partout, y compris dans le sud de la France, y compris aux États-Unis, en Suède, etc. D'accord, merci. Alors on va rester sur les systèmes techniques, parce que je vois qu'il y a une autre question assez pointue de J.L. Bernard, Jean-Louis peut-être. La typologie des fours à pois cuisant du bouleau est-elle la même que pour ceux cuisant des résineux? Point d'interrogation. Y a-t-il une spécificité selon les essences utilisées? Alors, je l'ignore totalement. Les fours qui cuisent du bouleau, c'est plutôt justement en Europe centrale, voire orientale, en Russie, etc. Et je ne sais pas du tout si c'est la même typologie. Il n'y a pas, en tout cas, c'est plutôt lié aux époques, parce que les fours du sud de la France, ils cuisent du genévrier ou du pin, donc pas les mêmes arbres que dans le Jura, enfin, quelque part évidemment, des végétations méditerranéennes et pas de la végétation de montagne, et on peut utiliser tout à fait le même genre de structure. Voilà, donc pour le boulot, je ne sais pas, mais entre pin et sapin, par exemple, ça semble être des procédés et des constructions tout à fait semblables. Merci. Pas d'autres questions pour l'instant. Alors, moi, je voudrais revenir. Donc, vous avez bien évoqué, notamment à propos des fours à chaud, qu'on avait sans doute, même si c'est une activité ponctuelle qui s'inscrit dans la durée, qui répond à des besoins, voilà, qui s'échelonnent dans le temps, qui répondent donc aux besoins d'une population. Mais il y a manifestement, suivant la dimension des fours, un niveau de spécialisation qui n'est peut-être pas équivalent, suivant qu'on a affaire à des fours d'une dimension très importante ou à des fours de taille plus modeste. Alors, est-ce que vous avez des précisions sur le niveau de spécialisation qui est requis, même si vous l'avez un petit peu abordé déjà? Et puis, j'ai été surpris parce qu'à un moment, mais j'ai peut-être pas très bien saisi, mais
Vous avez semblé suggérer que c'était vraiment une activité plutôt du Jura central, du Jura d'altitude. Mais si je me souviens bien, on a des travaux, notamment à la périphérie de Besançon, qui ont montré qu'on avait aussi des ensembles de fours à chaud, notamment dans la forêt de Chaillu, très importants. Donc voilà, est-ce que vous pouvez préciser ce point Oui, également? alors le propos que j'ai tenu, il ne concerne que la partie de la haute chaîne du Jura central. Bien évidemment, il y a des fours à chaud un peu partout, où il y a du calcaire, même sur les plateaux et à basse altitude, dans la région de Besançon, la forêt de Chaillu, bien évidemment. Mais quand on regarde la distribution des fours à chaud dans la haute chaîne du Jura central, on se rend compte qu'entre 800 et 1100 mètres d'altitude, il y a peu de fours à chaud, alors que c'est là qu'il y a la concentration des habitats, et que les fours se distribuent à plus haute altitude. Hein, voilà. C'est un constat pour l'instant qu'on n'explique pas, mais bien évidemment, il n'y a pas que des fours à chaud dans la haute chaîne du Jura, il y en a aussi sur les plateaux et dans la région de Besançon. Pour la première question, effectivement, on s'est posé la question. Monter une charge à calciner sur un petit four d'1,50 m de diamètre, ça doit pouvoir se faire très facilement. Et on peut supposer que ce pourrait être, par exemple, ce qu'on appelle des fours paysans, hein, c'est-à-dire que les initiateurs, les chauffourniers à ce moment-là, qui produisent dans ces petits fours, finalement, ce n'est pas leur activité principale. Par contre, monter une voûte sur un four avec une chambre de chauffe qui fait 7 mètres de diamètre, ça doit déjà demander une technicité un peu particulière. Il faut bien être conscient que si vous montez mal la charge à calciner et qu'elle s'effondre en cours de cuisson, évidemment, vous avez perdu l'intégralité de votre travail. Vous n'avez pas produit de chaud et vous avez perdu en quelque sorte votre four. Donc, on peut imaginer que les grands fours, quand même, sont peut-être, c'est une hypothèse, hein, mais l'objet d'une pratique un peu plus spécialisée avec des chauffourniers peut-être itinérants. On sait que dans le Jura plutôt méridional, on a des archives au XVIe siècle, XVIIe siècle, hein, qui évoquent des chauffourniers itinérants ou même des villages dans lesquels on se spécialise un peu dans la production de chaux. Et très certainement, comme il y avait des charbonniers un peu spécialisés, il devait y avoir des chauffourniers. Mais les archives sont assez peu nombreuses. Valentin en parlait c'est tout à l'heure. Hein, la production de chaux, elle passe un peu sous les radars dans les textes parce que c'est un produit sans doute très commun, pas forcément à forte valeur ajoutée. Et il n'y a pas d'enjeu de taxes ou de droit de péage sur cette chaux la plupart du temps. Donc elle n'apparaît pas dans les archives. De ce fait-là, on a peu de données qui traitent vraiment de la spécialité de chauffournier. Alors, ce qui est assez particulier aussi et qu'on n'interprète pas, c'est qu'aujourd'hui, vous allez dans la haute chaîne du Jura, vous interrogez les gens du cru, les plus âgés, vous leur posez la question des charbonniers, la plupart vous citeront effectivement encore que dans les années 30 ou les années tout de suite d'après-guerre, il y avait encore des charbonniers donc italiens qui venaient faire les saisons. Donc il y avait des façonniers qui venaient, hein, qui pratiquaient la production de charbon. Par contre, quand vous posez la question de la chaux, plus personne n'a en mémoire l'histoire de Chaux-Fournier, l'histoire de la production de la chaux dans cette région-là. C'est très étonnant parce qu'on a une chaux qui semble se produire d'après les dates radiocarbone presque jusqu'au début du XXe, hein, sur certaines dates. Et pour autant, dans la mémoire collective locale, on a complètement perdu la trace d'histoire de Chaux-Fournier. Donc là, c'est des constats qu'on fait et on n'a pas de réponse actuelle. Alors, avant de passer à un autre aspect, une question un peu complémentaire que pose donc un auditeur. La production de chaux correspond-elle à une utilisation à longue distance ou est-elle plutôt liée à des chantiers locaux? Je crois que vous avez quasiment répondu, c'est-à-dire a priori on est plutôt dans une utilisation pour des besoins locaux, a priori. Ça reste encore à définir. En fait, c'est un peu la quantification, hein, qui va nous permettre d'aborder cette question. Parce que malheureusement, la géochimie, hein, qui pourrait nous permettre de tracer l'origine des calcaires par rapport à leur site d'utilisation, on pourrait très bien imaginer que dans les enduits à la chaux ou les mortiers à la chaux, on ait une signature géochimique qui permette de tracer les sources de production. Malheureusement, les calcaires du Haut-Jura n'ont pas de spécificité géochimique assez forte pour qu'on puisse le déterminer.
Donc la question de la zone de chalandise, de la zone de vente en fait de cette chaux, bien évidemment on pense d'abord à des usages locaux, mais certaines fois la densité de fours, le nombre de grands fours qui sont présents à proximité de voies de circulation pourrait laisser supposer que ces produits s'exportent. Alors qu'est-ce que ça veut dire exportation ? Est-ce qu'on exporte de la Haute-Chaîne jusqu'à Besançon ? Je ne pense pas, parce que tu l'as cité tout à l'heure, il y a nombre de fours à chaux autour de la ville de Besançon. Donc ce serait un peu curieux de produire de la chaux de la Haute-Chaîne et de la transporter sur des distances de plusieurs dizaines ou quelques centaines de kilomètres. Mais on peut se poser la question pour le côté suisse, parce que sur le côté suisse, vous avez du calcaire jusqu'au pied du Jura. Et puis ensuite, les grandes agglomérations du bassin lémanique sont construites sur des terrains géologiques qui ne comportent pas de calcaire. Ça veut dire que pour le bassin lémanique, il y a des besoins de production de chaux qui peuvent peut-être venir des préalpes calcaires d'un côté et du Jura de l'autre. Donc là, les zones de chalandise, elles peuvent être effectivement différentes entre le côté français et le côté suisse. Y a-t-il un effet frontière sur la production de chaux ? Tout ça, c'est des questions qu'on aimerait pouvoir appréhender, mais les archives sont très peu nombreuses, malheureusement. On a encore des choses à dépouiller. Mais en tout cas, c'est peut-être des questions auxquelles on répondra dans quelques années, mais pour l'instant, c'est un peu trop tôt. D'accord. Merci. Alors, donc une question, cette fois on change un peu de domaine à propos de une question de Cédric à propos de la production métallurgique. Suivant votre exposé, il semble qu'il y ait assez peu de traces archéologiques de fourneaux en comparaison de ce que les archives, la documentation disponible laissaient espérer. Donc, est-ce que vous avez des éléments de réponse sur cette question ? Alors oui, on a peu de traces archéologiques. Donc dans le registre des vestiges archéologiques associés à la production métallurgique, sur le Jura central, alors dans le nord du Jura, côté suisse, on connaît bien de la métallurgie du fer très développée pour la période mérovingienne par exemple, donc entre le 5e et le 8e siècle après Jésus-Christ. Dans le Jura central, on a quelques traces pour le début du Haut Moyen-Âge également. Sur des sites d'habitat mérovingien, on va retrouver des scories de réduction, donc des déchets de la transformation du fer. Ensuite, on n'a plus guère de traces, ni écrites ni archéologiques. Et puis dans les archives, c'est à partir du XIIIe siècle qu'on retrouve des seigneurs qui donnent des droits d'extraction de minerais, de transformation, qui évoquent des minières ou des ferrières. Sur le terrain, on n'a pas de vestiges associés à des bas fourneaux ou des hauts fourneaux, donc des sites associés à la transformation du minerai. Alors, ça peut être également parce que ces sites de hauts fourneaux, ils ont été utilisés jusqu'au 19e et donc ils ne subsisteront que les aménagements les plus récents, ou alors ils ont été complètement rasés et jamais étudiés parce que trop récents. Et puis, on a les vestiges de mines, ça pourrait être l'autre indice qu'on pourrait retrouver associé à cette exploitation du fer. Et ben, pour le moment, on ne sait pas les dater, on sait les répertorier. Là encore, le problème, c'est qu'on va retrouver surtout les mines les plus récentes, donc du 19e, ont pu effacer les aménagements plus anciens médiévaux. Et puis, les aménagements les plus anciens, on ne sait pas les dater. C'est ce type de tranchées qu'on a montré en début d'intervention, avec un peu qui serpentent à flanc de montagne et qui suivent les filons. Ça peut peut-être être daté du 18e comme du Moyen-Âge. Donc, pour l'instant, on manque d'approche archéologique sur le sujet, mais on manque également de moyens de datation, puisque ces creusements, ils ne vont pas forcément être liés à du mobilier qui pourrait être datable d'une période ou d'une autre. Sur la question du fer, il faut quand même imaginer que la Haute-Chaîne du Jura est assez riche en gisements de minerais de fer. On a un fer qui est très accessible. La plupart des vallées de la Haute-Chaîne du Jura comportent des assises géologiques qui sont productrices de fer assez faciles d'accès. Et c'est vrai que l'approche, les historiens qui ont étudié la question de la production du fer montrent qu'effectivement il y a un paroxysme de production aux alentours du XVIe siècle, mais effectivement on ne peut pas exclure un fer antique ou un fer même proto-historique. Les gisements sont faciles d'accès, mais toute l'archéologie reste à mettre en place. Nous, c'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé. C'est un sujet qui est très chronophage si on commence à s'y mettre, et c'est vrai qu'on manque un peu de main-d'œuvre pour aborder cette thématique pour l'instant. Mais il y a un vrai potentiel sur l'archéologie du fer dans la Haute-Chaîne du Jura, c'est certain.
Merci. Je vois, voilà une question encore. On revient à la question des fours à chaud et des chauffourniers. On vous demande, a-t-on une idée de l'origine italienne des chauffourniers? Pourrait-il y avoir une similitude avec les stuckers, les artistes qui ont travaillé à Besançon au XVIIIe siècle? Non, alors j'ai tout à l'heure évoqué les Italiens pour la production de charbon au début du XXe siècle, hein, où on a des familles de charbonniers italiens qui viennent faire les saisons dans le Jura. Mais pour les chauffourniers, on n'a aucune idée d'une origine particulière des chauffourniers, hein. J'ai cité tout à l'heure effectivement des villages du Jura plutôt Jura méridional, dans lequel on sait qu'il y a des villages où il y a quelques familles qui se spécialisent dans la production de chaux. Mais non, on n'a pas d'informations du tout sur des chauffourniers qui viendraient d'Italie, par exemple. Je dirais que même pour la fin de la période pour laquelle on a un peu plus de documentation écrite, on a plutôt l'impression d'un phénomène inverse. Ce n'est pas des étrangers qui viennent dans le Jura faire de la chaux, ce serait plutôt des Jurassiens qui partent dans les régions voisines pour faire de la chaux. C'est peut-être. Alors on a peu de données sur le phénomène, mais c'est plutôt dans ce sens-là que ça semble se dessiner. D'accord. Moi, j'aurais une petite question pour revenir à votre présentation introductive. À un moment, vous avez évoqué la question des distorsions qui pouvaient exister entre des mentions d'archives et puis les vestiges archéologiques, et notamment à propos des vestiges d'estives, donc de granges d'altitude, où, si j'ai bien compris, on a des attestations archéologiques ou historiques pour les 16e, 18e siècles, alors qu'on aurait des mentions d'archives plus anciennes. Mais est-ce que on a eu des travaux suffisamment sérieux sur ce type d'installation, et est-ce que ça laisse des traces, notamment en termes de datation, qui sont, je dirais, suffisantes? Donc voilà, comment vous percevez ce problème? Alors c'est vrai que c'est un point très intéressant et que j'ai abordé très rapidement parmi d'autres. Il y aurait toute une problématique là-dessus, c'est des approches, alors c'est des phénomènes qui ont été étudiés en détail dans d'autres massifs de montagne et qui sont maintenant bien connus en Auvergne, dans les Alpes ou dans les Pyrénées. On peut évoquer plusieurs choses. Alors il y a d'abord un manque de recherche sur les crêtes du Jura, sur les sommets où on pourrait retrouver ces traces d'estives anciennes. Et il y a ensuite un phénomène en effet d'habitat précaire ou éphémère, en tout cas périssable, sans doute jusqu'au XVIe siècle. Alors ça, on a des textes là-dessus, en revanche, où on sait qu'on va bâtir en bois des maisons sur poteaux qui ressemblent peut-être à des chalets savoyards, mais qui vont laisser, en gros, la seule installation en dur qui est à la base de la maison, c'est 4 pierres plates sur lesquelles on va mettre les 4 poteaux principaux. Le reste est plus ou moins démontable et mobile. Donc bien sûr, si c'est ce genre de traces qu'il faut chercher, il va falloir chercher beaucoup et être très attentif, même avec des relevés lidar de bonne qualité. On ignore également ce qu'on peut trouver comme moyen de datation. Dans d'autres massifs, on sait que ces estives médiévales, elles prennent la forme de sortes de cabanes en terre ou en bois semi-enterrées. Donc, il reste à trouver ce type de structure dans le Jura. Pour l'instant, on ne les connaît pas. On va peut-être avoir des suspects grâce au relevé lidar. Il faudra en sonder un certain nombre pour les comprendre, pour les dater, etc. Donc, c'est peut-être vers ce type d'approche qu'il faut se tourner si on veut avoir plus d'informations sur des estives antérieures au XVIe siècle, moment à partir duquel on va se mettre à construire en dur et de manière plus pérenne. Alors justement, il y a une question qui vient de s'afficher à propos justement de l'exploitation possible du lidar. Je vous la retransmets telle quelle. Donc un des auditeurs pose la question de la relation en fait entre la répartition de ces productions de four à pois, de four à chaud, avec celle du peuplement, et est-ce que justement le lidar permet de fournir une cartographie du peuplement médiéval et moderne, point d'interrogation. Donc quelles sont
voilà, le potentiel et les limites du LIDAR dans ce domaine. Alors c'est sûr que le LIDAR nous permet de voir un certain nombre d'objets dans la mesure où il laisse des traces microtopographiques. Et à ce moment-là, on peut détecter un certain nombre d'objets, les rattacher à des périodes, en faire une typologie. Mais le LIDAR n'est pas une espèce de radiographie du terrain qui va tout nous révéler. Le LIDAR est un énorme progrès. Vous imaginez bien que sous couvert de forêts résineuses, avoir accès à la microtopographie, voire des structures qui font quelques décimètres d'élévation et quelques mètres de surface, quelques mètres carrés de surface, c'est vraiment un bénéfice important. C'est une accélération importante pour nos approches. Pour autant, le LIDAR ne voit pas tout. Le LIDAR ne voit pas tout. Et donc, le LIDAR ne nous fera jamais la cartographie de la population du Haut-Jura à différentes époques. Le LIDAR, c'est un outil de départ, et après, il y a une approche de terrain qui est très longue, qui est fastidieuse. Valentin vient de vous en parler. Repérer des structures d'estive construites en bois qui ne laisseront sur le terrain que des vestiges de trous de poteaux qui sont comblés, eh bien, il n'y a aucune morphologie particulière sur ce terrain qui permettra d'être traduite par du LIDAR. Peut-être quelques plateformes terrassées, peut-être quelques petites anomalies. On en a repéré un certain nombre, il faut encore les fouiller. Et tout ça va prendre finalement encore quelques années avant qu'on ait un corpus de données de terrain qui soit assez riche pour pouvoir interpréter toutes les structures qu'on croise sur du LIDAR. Mais vraiment, c'est une révolution, le LIDAR, mais ça ne règle pas tous nos problèmes, loin de là. Très bien, écoutez, voilà, je vois plus de questions s'afficher. Je pense que le travail que vous avez, dont vous avez montré les premiers résultats, est vraiment, je dirais, s'inscrit dans une archéologie des vestiges d'activité quotidienne. Ce sont des vestiges finalement assez modestes. Et vous avez bien montré en quoi justement c'était une approche qui apportait vraiment des données nouvelles sur toutes ces activités du quotidien et qui permettent d'avoir une meilleure connaissance de tout un domaine. Et par contre-coup, aussi des perspectives en ce qui concerne les dynamiques de peuplement. Eh bien, il nous reste à vous remercier tous les deux chaleureusement pour cette conférence. Et donc, je donne rendez-vous aux auditeurs pour la prochaine conférence qui aura lieu d'ici, je n'ai plus la date en tête exactement, mais vous l'avez dans le programme que vous pouvez consulter sur le site de la MSHE, et il s'agira en fait d'une conférence donnée par un collègue qui s'appelle David Geoffroy, qui est spécialisé dans le film d'archéologie et qui va nous montrer avec des exemples très concrets de films qu'il a réalisés récemment comment on travaille pour faire un film d'archéologie, sachant qu'il a eu plusieurs films qui ont été primés dans des festivals. Voilà, donc encore merci à Vincent Bichet et Valentin Chevassus, et donc bien rendez-vous lors de la prochaine conférence. Au revoir à toutes et à tous.